comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mon vieux cinéma muet. Un film avec toi, comme Hollywood en fait pas. Lumière tamise et flou artistique. C'est la dernière image du film. Cinéma, cinéma, on se fait tous du cinéma. Comme au cinéma. Close up, Technicolor. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast Instant Critique, le podcast audio. Donc si je me trompe pas, on écoute l'épisode 2 et on est le 18 avril 2013. Aujourd'hui, un programme un petit peu chargé, des news comme d'habitude, les films du mois et un débat qui se centrera sur la notion de censure dans le milieu du cinéma et particulièrement sur la classification des films. Et donc pour parler de tout ça, bien entendu, je ne suis pas seul. J'ai avec moi une personne qui aime David Lynch, qui aime David Cronenberg, qui aime David Fincher, qui aurait bien voulu s'appeler David, c'est Christophe. Comment ça va, Christophe ? Hey, c'est vrai, c'est fou, j'avais jamais fait le rapprochement, j'aime beaucoup les David, ouais, c'est vrai. Ouais, Ils sont bons, ceux-là. Ouais, non, ça va très bien, ça va très bien. Voilà, semaine un peu chargée, enfin moi, un peu chargé. J'ai vu quelques films, je sais pas si maintenant qu'on aborde ça. Ouais, bah... On va peut-être introduire David avant, je suis pas poli, il y a David également avec nous, voyons. Ah bah oui quand même. Oui, donc voilà, il s'appelle vraiment David, celui-là, donc il aime les films russes, polonais et polynésiens. C'est David, ça va bien David ? Eh ben ça va bien, merci. Bah oui, pourtant moi je suis Cronenberg, je suis pas fan. Lynch, ça va, j'aime bien sans plus. Et c'était quoi le troisième C'était Fincher. Fincher, ouais ça va, ouais. Voilà. Bon ben Ok, tu voilà. valides. Donc bah ça va bien, oui, beaucoup de films. Et puis merci à nos auditeurs fidèles de nous écouter. Et ils sont nombreux, donc je les salue au passage. Ah oui, on a eu un peu de Twitter, merci les gens sur Twitter qui nous ont FF et tout ça, mais bon voilà. Oui, merci, c'est super sympa. Ouais. Voilà. Et bah alors, vous avez passé un bon mois depuis la dernière fois ? Ça fait un mois déjà, oh là là. Ouais, le temps passe vite. Eh oui. Il passe vite. Vous avez vu des films, tout ça ? Bien sûr. Le teasing, j'adore. Le mec il tease à mort. Ok, bon, et bah écoutez, du coup on va attaquer les news alors, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ouais, je veux bien parler un peu des films que j'ai vus, j'ai pas forcément le temps d'en voir beaucoup, donc j'ai un peu rattrapé mon retard. Donc il paraît que j'aime pas grand chose, il paraît que je suis difficile, hein, il paraît, donc je me suis dit, Christophe, il faut t'aérer un petit peu. Alors Quentin m'a conseillé Lockout, hein. Bon, il m'a dit que c'était pas trop de qualité, mais il m'a dit tu vas voir. C'est vraiment pour s'aérer le cerveau. C'est quand même fun, et il y a Guy Pearce, c'est pitoyable quoi, c'est pitoyable, c'est pas drôle, c'est mal monté. Guy Pearce c'est pas mauvais, mais il y a Guy Pearce. Ça fait de la peine de le voir là-dedans. Et voilà, c'était très mauvais, c'était un mauvais rip-off de New York, de Escape from New York de Carpenter, donc c'était très très mauvais. Donc encore une fois une petite punition d'avoir voulu regarder des films un peu très grand public. Et je t'avais prévenu quand même, je t'ai dit voilà. Ouais, c'est pour Guy Pearce. Vraiment une bousasse. Hein. Et donc, sinon, encore dans la bousasse, là, j'ai voulu faire confiance à Uwe Boll, parce qu'il paraît que voilà, il fait ses films de merde, adaptation de jeux vidéo et compagnie, et que il a vraiment un vrai cinéma, quoi. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie d'un peu de violence, et j'ai regardé Rampage et Stoic. Donc, Stoic, c'est ça, je veux subversif, c'est un slasher qui est très mauvais. Uwe Boll n'arrive pas à donner de la constance à ses personnages, on s'ennuie quoi. Il y a pourtant une scène choc qui dure 4 minutes avec un plan fixe où le tueur met un petit coup de marteau sur une nana qui est attachée à une chaise, il met un deuxième coup de marteau, un petit troisième, un quatrième, 5, 6, il en met 36 de plus en plus violent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de tête quoi, mâchoire qui vole et tout. Malheureusement la scène elle est gâchée avec du CGI dégueulasse et bon l'intérêt de cette scène était un petit peu sadiquement drôle, sadiquement curieux, c'était curieux. Et mais le film est très mauvais. Et Rampage, c'est son Bowling for Columbine version hard rock, qui est un peu mieux, mais qui est vraiment pas terrible, quoi. C'est assez pathétique. Et j'ai appris récemment, Uwe Boll, tout le monde s'en moque, moi le premier, il me fait rire. Et j'ai appris récemment que le mec avait un doctorat de littérature.
Et je comprends pas comment quelqu'un qui a un doctorat, qui est censé avoir un doctorat de littérature puisse aussi être mauvais en écriture et en personnage dans ses films. Donc voilà, Uwe Boll, vraiment. Mais à mon avis, il faudra qu'on fasse un débat, un de ces quatre, sur Uwe, une petite rétrospective de sa film. C'est ça, parce qu'un point dans la gueule, c'est quand même la meilleure façon, selon Uwe, d'aimer ses films. Et toi alors, David, rien de spécial à mentionner? Oh bah j'en parlerai dans les films du mois. D'accord, ah oui, toi c'est déjà... Ok, d'accord, c'est une bonne teasing. D'accord, moi j'ai vu... il n'y a pas grand chose au cinéma à se mettre sur la dent, mais je recommande... Si. Ah non, je trouve pas. Mais bon, je recommande... Ah d'accord, bon, ok. Je recommande quand même The Place Beyond the Pine, et puis Effet secondaire... effet secondaire, ouais, c'est moyen, ouais. Mais The Place Beyond the Pine, ouais, c'est très bien, ouais. Et voilà. Ryan Gosling, il est trop beau. Ouais, c'est ça. Bon allez, on va passer aux news. Et donc du coup, dites-moi les gars, ça s'était pas bien passé la semaine dernière avec le petit Bilbo? Parce qu'il est venu se plaindre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, Bilbo? Il s'est plaint de quoi, là, ce bâtard? Il a dit que vous étiez méchant avec lui, que vous l'avez insulté, machin. C'est lui qui a commencé. C'est toujours lui qui commence. Ah bah c'est pas ce qu'il m'a dit, hein. Bah attends, il nous a traité de PD, donc nous on l'a insulté aussi, hein. Moi il m'a dit que non, jamais il ferait ça et tout, que voilà, bref. Ouais, je sais pas, vous allez vous expliquer avec lui, mais il a failli pas revenir, hein, non, il revient. Mais il revient pour des news, donc tout de suite on va passer aux news. Salut les bâtards. Espèce d'enculé, c'est Bilbo. Petit con. Bah oui, c'est Bilbo, bien sûr. Vous croyez quand même pas que j'allais partir comme ça? Attends, t'arrives, tu nous insultes, t'as été te plaindre à Quentin comme quand on t'insultait. Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu commences les hostilités? Parce que Quentin il fait tout ce que je lui dis et tout, il m'a dit qu'il allait vous remonter les bretelles. Dis donc Bilbo, on t'a déjà dit que tu parlais comme Elise et Moon? Va te faire foutre toi. Qu'est-ce que tu racontes? De la merde. Faut arrêter les champis de la contrée. Ouais. Je suis pas juif, moi, je suis pas comme Elise et Moon. Hein. Bon, bah je vous ai quand même ramené des petites news histoire de vous tenir au courant de ce qui se passe parce que vous m'avez pas l'air bien malin. Ferme ta gueule. Je cherche ça pour vous, hein. Alors, vous savez que la programmation du Festival de Cannes est tombée? Bah, bah oui, bah tiens. Avec des beaux films, donc on a Only God Forgive de Refn. On a Ma vie avec Liberace de Soderbergh. On a La Vénus à la fourrure de Polanski. Donc bon, ça La Vénus à la fourrure? C'est ça, ouais. Ah, ça promet. Bah, je crois que c'est une espèce de porno, et puis comme on sait que pour Polanski, tout ce qui a des poils, c'est baisable. Oh, non, bah visiblement, tu vois, il tapait aussi dans ce qui avait pas trop de poils. Hein, Ah oui, bah écoute. Il y a Nebraska de Alexander Payne, Waranotate de Takashi Miike, The Immigrante de James Gray. C'est Quentin qui a écrit la liste, c'est dégueulasse, j'arrive pas à... Si les auditeurs te comprennent, Bilbo, ils ont de la chance, hein. Mais les auditeurs ne sont pas comme toi, David, ils sont très intelligents. Parce que là, les titres, faut faire un peu d'anglais, hein, Bilbo, là. Hein. Ouais, attends, on a tout tourné en elfique, le Seigneur des Anneaux, ah oui, ça sert à rien. Bon allez, continue là, c'est bon. Allez, continue. Ouais, bon, il y a aussi un film des Cohen et Jimmy P de Desplechin, voilà, j'ai peut-être oublié quelques trucs, hein, au passage. Mais bon, une programmation assez éclectique, je trouve. Alors, bon, ça manque de Hobbit, tout ça, mais bon. On en sait plus sur ces films parce que moi, à part le Refn et compagnie, je suis pas au courant. J'ai pas trop eu le temps de me rendre. Mais on connaît les pitchs, tout ça? Bon, a priori, mais à Cannes, il n'y a pas besoin de connaître les pitchs en fait. Il y a des ça va être chiant. Des Pléchins et compagnie, ouais, c'est bon quoi, on sait. Donc ça va être chiant quoi, c'est ça. Sur certains, sûrement. Non, bah écoutez, moi ça me laisse froid cette news, hein, je veux pas vous. Mais voilà, enfin les films de Cannes en général, il y en a très peu qui me font rêver, quoi, qui m'emmènent loin donc. Non, mais ce qui est sympa, c'est bon, les Cohen, bon, mais c'est vrai qu'après, c'est des habitués, c'est quand même dommage qu'à chaque fois qu'il y ait un, je sais pas, un Almodovar, un Cohen, un machin, bon, il est forcément à Cannes. Quelque part, ça enlève de la crédibilité à ce festival, puisque il y a des auteurs, il suffit qu'ils fassent un film au moment du festival, hop, on est quasiment sûr de les avoir en compète. Bon, c'est un peu dommage. Bon, très bien. Allez, je vais continuer, surtout que celle-là, je suis allé la chercher spécialement pour toi, David. Donc une petite news. Ah, mais je dois être au courant. Ah non, d'accord, ouais. Non, tu n'es pas au courant. Ah bon? Expandables 3, donc Wesley Snipes qui vient de sortir de prison. Ouais, je suis au courant. Aurait signé, enfin serait mis d'accord avec Sylvester pour être dans le Expandables 3. Ouais.
Voilà. Donc il rejoint à côté de Nicolas Cage et de Jackie Chan. Bah non, mais c'est bien sympa. C'est bien sympa. Ouais, Ce qui est quand même Wesley extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc Wesley Snipes est sorti de prison juste au Ah bah moment. c'est le où- seul tolard qui trouve du boulot direct quand il sort de prison quoi. Ouais, mais juste au moment où John McTiernan y est allé en fait, puisqu'il y est depuis le 3 avril. Ouais. Il pourrait Donc, espionnage. Voilà. Ils sont dans la même cellule, il paraît. Ils Et ouais. ont juste échangé. Wesley Snipes, il a été en prison parce qu'il a fait Drop Zone, non? Oui, ça, entre autres. Voilà, et alors, et ben sinon, toujours sur Expendables 3, il y a une petite rumeur qui court en ce moment, c'est que Sylvester voudrait Mel Gibson comme réalisateur du film. Ah ouais, ça c'est extraordinaire ça. Alors, je sais Ah pas bah, ce que vous, je sais c'est pas ce que c'est vous, une rumeur. je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu, Mel Gibson en réalisateur m'a quand même surpris. Moi, Apocalypto, j'aime beaucoup, quoi. J'ai beaucoup aimé. Hein. Donc, Mais ce qui est moi, surtout très dingue, c'est que c'est d'une violence délirante. Donc si c'est aussi, si Expendables 3 est aussi violent, parce que même tous ces films sont très violents. Bon, même Braveheart à la fin, bon c'est très violent. Bon, La ouais, Passion aussi. Donc il fait des trucs très violents, très controversés d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il pourrait emmener Expendables 3 vers une autre dimension. Après, est-ce que ça l'intéresse vraiment, Mel Gibson? Ça m'étonne parce que l'action pure comme ça, c'est pas trop. Parce que l'as l'air de rien, vu, ces films sont très intellectuels, l'air de rien. Ah oui, En même oui, temps, oui. Mel Gibson, il fout tellement plus grand chose ces derniers temps, que bon. Mais ça tu peut l'as vu, l'occuper, hein. David, Apocalypto? Oui, tout à fait, ouais. Mais moi, j'ai énorme surprise, hein. Je m'attendais pas à grand chose. Non, mais c'est très bien, ouais, mais c'est très violent quand même, c'est très. Ouais, c'est assez brutal, ouais. Oh, bah oui. Donc, sinon, c'est une news alors spéciale pour Christophe cette fois. Ah. Donc, je lui apprends avec bonheur qu'a priori il y aura bien une suite à Machete qui s'appellera Machete Kills Oh là là, par le tâcheron. et là, qui est oh là. déjà prévu pour sortir le 11 septembre 2013 en France. Voilà, vous êtes vernis. Hein. Ah là, on a tellement de chance. Alors, le avec cinéma, qui c'est magique. Alors, un beau casting, Vanessa Hudgens, Charlie Sheen, Jessica Alba, Antonio Banderas, Mel Gibson, Michelle Rodriguez, Danny Trejo, forcément, Cuba Gooding Jr. et petit caméo de Lady Gaga. Voilà, cette grosse tepu. Oh là Elle est là. là. Oh là là. C'est marrant qu'il Alors. fasse une suite à ça parce que ça va pas très bien marcher. Hein. Le gars, il fait surtout Ah une oui. suite à un film qui vient d'un espèce de trailer imaginaire qui aurait dû rester Ouais. tel quel. C'est assez. Voilà, bah, c'était les petites news. Bon, ça avait pas l'air de vous avoir emballé là. Non, c'était pas terrible tes news, hein, franchement. Et moi j'en ai une Ouais. grosse. Oui, on le sait, David, tu la montres souvent. Bah oui. J'en ai une grosse news, le Hobbit là. T'as oublié de parler quand même. Alors nos auditeurs savent qu'on est très intéressés par le cinéma d'action et notamment bon Schwarzenegger Stallone, c'était le sujet de notre podcast précédent. Mais il y a quand même The Tomb dont on avait parlé la dernière fois, qui est donc le film qui réunit Schwarzenegger Stallone, qui sort à la rentrée et qui a changé de titre. Ah bon? Tu savais pas ça, Bilbo, hein? Ah non, je Un savais petit pas con, du là. tout. C'est parce que ça m'intéresse pas tes films de bourrin. Et bah The Tomb a changé de titre et ça s'appelle maintenant Escape Plan. Voilà. D'accord. C'était très intéressant, David. Bah si, c'est très intéressant parce que ça montre bien que bon The Tomb, effectivement ça faisait penser bon voilà, la tombe c'est la fin de carrière, ils sont vieux tout ça. Escape Plan ça passe plus le film en film de prison, ça annonce la couleur. Donc voilà, Ça évasion, fait machin. très série B quand même. Ça fait très série B, je suis d'accord, ouais. Ouais. Donc Vous mais l'avez voilà, appelé moi, c'est- Prison Break au début en fait. Et puis, Ouais. Stan, il a dit non. Mais non, mais c'est quand même un... Bon voilà, c'est on peut trouver ça décent, mais c'est assez énorme comme choix, je pense. Ça peut être bon les films de prison. Hein. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a le très mauvais, Oui, la mais ligne, tu vois, la on va ligne revenir verte à là. ça. Ah et la il y a ligne le- verte, ah Christophe extraordinaire. La Il y a ligne le très verte, il y a la le très ligne mauvais. verte est une Ouais. merde absolue et je Il y a le comprends très pas. mauvais, il y a le très mauvais la ligne verte et il y a le très bon Fortress. Voilà. Moi, je Voilà. sais pas si Quentin va cautionner tout ce que vous êtes en train de dire comme saloperie. Je hein. peux pas comprendre que tant de gens aiment la ligne verte, qui est un navet absolu, où t'as des gens qui passent 3 quarts d'heure à courir après une souris, non, c'est vraiment... Bon, moi je vais vous quitter parce que vous m'avez un peu gavé quand même. Allez, casse-toi du coup. Et voilà, donc après ces magnifiques news, et ben on va attaquer les films du mois et c'est Chris qui va commencer parce qu'il est sous cocaïne là, il a envie de parler. Ah, le film du mois d'Apal. Sentence
is death. Bon, moi j'ai regardé Dredd ce mois-ci et j'ai Dredd, c'est moi la loi. j'ai adoré le Dredd, le nouveau, hein, pas le vieux. Enfin, du coup j'ai regardé le vieux aussi, c'est pas la même. Bah, t'as pas aimé le vieux Dredd? Non, pas trop, non. Non. Avec Animal l'animal. Ah, Animal, Ouais. oui. Il apporte un surplus à ce film, c'est incroyable. Il y a Animal l'animal dedans. Voilà. Bon, allez, le nouveau Dredd Et donc, alors. le Allez. nouveau Dredd que j'ai trouvé tout simplement incroyable. Qui m'a... Alors je sais pas si vous l'avez vu, Quentin, tu l'as vu, David, je sais pas. Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Non, moi Deux je l'ai fois pas je l'ai vu. vu non. à cause de toi. Mais grâce à moi on dit. Non. Parce que donc il est pas sorti au cinéma en France, hein, c'est un direct ou DVD. Voilà, tu c'est allais ça. le dire. Bah, c'est ça, Mm. c'est ça, ce qui est malheureux mais incroyable. Exploité uniquement au cinéma aux États-Unis, mais qui s'est complètement ramassé. C'est ça, parce que oui, parce que maintenant les gens, hein, si on leur vend pas il faut savoir il doit être à 30 millions le budget, c'est un film à 30 millions, donc on va dire que c'est un petit film. Et c'est un petit budget, oui. voilà, et les comics pour les gens, si on leur met pas des trucs à 200 millions avec des effets spéciaux partout, visiblement ils n'y vont pas. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé pour ce Dredd, alors que après coup, toutes les critiques, tout le monde trouve qu'il est vraiment génial, quoi. On tombe pas un jour sur un forum, IMDb ou autre, avec des gens qui disent, waouh, des ricains qui disent j'aurais dû aller le voir au cinéma, quoi. Et je les comprends. C'est vraiment, pour moi, c'est Robocop en 2013, quoi. C'est vraiment un film à l'ancienne, avec une histoire facile. C'est une histoire pas compliquée. C'est un huis clos. Il y a Dredd qui doit y aller avec son équipière pour arrêter une nana qui deal de la cam. Et il se retrouve prisonnier dans le building. Et voilà. Donc c'est le même scénario que The Raid, quoi. Qui est un petit huis clos comme ça, bien bourrin. Et le film est noir, nihiliste. Il est brutal. Il est assez violent. Voilà, c'est vraiment une bonne claque. Je trouve qu'il y a un rythme qui est vraiment soutenu. En même temps, ça fait 1h20. Hein. Ouais, bah c'est bien, mais au moins, justement, voilà, pareil, on n'est pas dans des Dark Knight à 3 heures où on s'embrouille dans des fins rebondissements. Là, on est vraiment comme un bon film des années 80. On a vraiment un film rugueux, à l'image de sa bande-son. On a du bon breakbeat qui ressemble à du breakbeat des années 80 qui accompagne le tout, donc c'est assez jouissif dans les fusillades, et j'étais le premier surpris à aimer ce film, et j'ai été me renseigner un petit peu. Et d'ailleurs il y a Cinefuzz, un petit coucou, moi je les aime bien, on les aime bien, qui ont fait un petit commentaire de ce film dans lequel on apprend pas mal de trucs, donc pourquoi pas. Ouais, le commentaire est très bon. Ouais, donc on vous invite à aller faire un petit tour dessus, à aller l'écouter en regardant ou pas le film, c'est mieux en regardant. Et donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que c'était produit par les gens qui produisent des films de Danny Boyle, qui avait le directeur de la photo de Danny Boyle, et donc c'est pour ça, je l'ai revu une deuxième fois, tellement je l'ai trouvé incroyable ce film, et j'ai trouvé vraiment très 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 beau, quoi. Les décors sont simples mais sympas, ils font assez réels, et il y a des couleurs partout, quoi. En arrière-plan, il y a des beaux rouges, des beaux verts, c'est vraiment très 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 agréable à l'œil. Et ça défoule, quoi. Voilà. Donc je l'aurais vu l'année dernière, je pense que je l'aurais mis dans mon top, hein. Je me demande même si j'aurais pas mis en premier, tellement j'ai trouvé jouissif. Et... À ce point. Devant Samsara. Bah je crois parce que parce que j'aime aussi bien les films d'action, et on est abreuvé de The Island, de Jack Reacher, de films d'action. The Island, ouais. Mm-hmm. Pour moi c'est un film d'action, hein, tu vois, de Michael Bay. On a des Transformers, des Jack Reacher, et moi je n'aime pas, j'ai du mal avec tous ces films d'action, je m'ennuie, et dans Dredd j'ai eu vraiment la sensation que j'ai eue quand j'étais jeune et que j'ai regardé Robocop. Donc c'est pour ça que vraiment je le mettrais presque en première position de mon top l'année dernière, parce que vraiment ce film m'a procuré. Ouais, il est vraiment. Alors il paye pas de mine, c'est un tout petit film, mais vraiment j'ai pris mon pied devant, quoi. Voilà. Okay. Bah moi j'ai un avis quand même bien plus mitigé que toi, hein, pour l'avoir vu, parce que je l'avais vu une première fois déjà, et puis je t'avais dit oui, bah, c'est sympa, mais c'est pas top, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard.
Oh là Et là. du coup, je l'ai revu avec les commentaires audio de Cinefuzz. Et non, je suis toujours pas convaincu par le film. Après, il est très sympathique, hein, il se laisse voir sans grand déplaisir. Mais je trouve qu'il... Louis-Charles-Édouard, sans grand déplaisir. Non, mais ça, je t'emmerde. Et ta gueule. Et je trouve que du coup, il souffre de son budget. Moi, je trouve pas. Je trouve que Budget de 50 millions, hein. 50, 30, non 30. 50, j'ai sur Box Office Mojo. D'accord, je crois qu'IMDB le donne à 30. Hein. Ah. Faudrait voir qui est dans le vrai. Passe un petit Mais non, moi je trouve que oui, il y a beaucoup de trucs qui... Alors, ça fait pas forcément cheap, mais du coup, il manque d'envergure en fait. Moi, par exemple, toi, tu trouves les fusillades bien, moi je les ai trouvées d'une platitude par contre. Moi, Ouais, j'ai tendance y a à rien m'emmerder de- dans les... Moi, j'ai tendance à m'emmerder dans les fusillades qui durent 3 heures. La Dredd, il arrive, il prend son Ouais, gun. voilà, bim. c'est le mec qui rentre dans la salle et puis flingue tout le monde, quoi. C'est pas vraiment ce que j'appelle une grosse fusillade. Non, Enfin mais bon, ouais, voilà, ouais, quoi. Je comprends. trouve pas, j'ai pas trouvé ça fabuleux. Pareil, bon, il a un gun qui tire des roquettes, super. Bon, voilà. Oh là là, la mauvaise foi. Comment ça, la mauvaise foi? Non, mais mais après, non, Bah, c'est le Judge film est bien. Dredd, ouais, c'est Judge Dredd. Mais oui, non, mais certes, mais du coup, on en voit pas tant que ça, quoi. Y a pas de côté épique, quoi, à la limite. Ça manque, ouais, voilà, c'est pas très très épique, j'ai trouvé. Mais c'est justement Ça peut-être fait petit film. C'est ça justement, fait petit c'est film. justement peut-être ça que j'ai aimé, que je ne retrouve Ah, plus dans peut-être, les films peut-être. d'action de maintenant, les Avengers et tout. Pour moi, c'est la profusion. On va dire c'est trop. Moi, je trouve même pas que c'est épique. Je trouve que c'est ridicule. Mais les gens vont trouver ça. Oh, c'est épique. Il y a tout qui s'écrase. Il y a tout qui. Là, tu vois, là justement, c'était plus intime. J'ai vraiment aimé l'intimité. Ouais, ce film est intimiste. Hein, c'est une violence plus intimiste. Ouais. Après, alors, sinon, pour la photographie, donc je te rejoins, elle est très très belle et tout, quoi. Mais alors, par contre, les slow motion, hein, moi, je les trouve dégueulasses, hein, on en a déjà parlé. Les petits flocons. Franchement, les flocons, c'est très laid, les flocons, hein. N'en déplaise à certaines personnes. Moi j'ai aimé, j'ai aimé alors moi il y a juste les flocons, je trouve que c'est peut-être un petit peu le truc en trop, sinon je trouvais que ces ralentis étaient magnifiques. L'excès de saturation m'a quand même pas choqué plus que ça. Je trouve que ça peut dérouter. Ah si, c'est moche. À part les flocons, je trouve que ça passe, moi. Honnêtement, je trouve que ça passe. Et je tiens à noter que j'ai adoré l'utilisation justifiée du slow-mo. On nous met du slow-mo dans tous les films. Regardez, Oui, tout d'un coup, d'accord. c'est ralenti. Là, j'ai trouvé ça tellement génial. Le slow-mo est justifié parce qu'ils prennent de la cam. Et la cam, ça les fait voir vraiment tout au ralenti. Et j'aimais aussi la symbolique, tu vois, on te campe un espèce de monde où t'as une criminalité incroyable et tout, et le seul moment d'évasion des gens, c'est juste se taper le petit fixe là qui rend tout au ralenti quelques secondes, et ils en jouent, ils tuent les gens avec ça, et je trouvais que ça c'était super inventif quand même. Alors question, est-ce que Dredd enlève son casque? Justement, Non, il ne l'enlève pas. Non, Jamais. Jamais. Donc Never. l'acteur on le voit jamais en dessous alors. C'est ça. Exactement, ce n'est qu'une bouche. D'accord. Et Parce c'est que génial, c'était quoi. le sacrilège dans le film avec Stallone, là au bout de 5 C'est minutes vrai, il c'est l'enlève vrai. alors Ah, que... c'est ça. Non, C'est là, vrai. là, ils ont vraiment, c'est un film pas épique ni rien, justement, parce que c'est. Non, mais ça, c'est très bien. Hein, Ça, c'est très bien, et du coup, on n'est pas. Le on n'a pas Brad film est Pitt, très très fidèle à la BD, hein, a priori. Hein. Moi, je la connais pas plus que ça, mais de ce qu'on entend, c'est très très fidèle. Et là c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, là j'ai regardé donc 78% de bonnes critiques sur Rotten Tomatoes. C'est vraiment oui, le film est. sidérant là. C'est un Robocop, vraiment. Le score au box-office n'est pas du tout à la proportion des critiques, parce qu'avec des bonnes critiques comme ça, il aurait dû, il aurait dû fonctionner bien mieux que ça. Hein, ouais. Je pense que c'était En pas fait, assez, pas assez épique, le film assez n'a épique pas pour les eu gens. de bouche à oreille. Mais quoi, en fait. c'est quand même la malédiction, parce que alors, du coup, ouais, ce comics-là aura été adapté donc 2 fois, les 2 fois sans succès. Bon, On espère peut-être que les ventes DVD vont un peu booster ça. Il paraît quand même que les ventes DVD sont pas dégueu. Donc bon, ça craint quand même, je pense. Faudra voir combien il fera au box-office mondial avec les DVD pour. Ah, c'est qui? C'est l'acteur là, c'est Karl Urban. Qu'est-ce qu'il avait dit que ce serait déjà bien. Ah lui, ouais, on lui parlait d'une suite et lui, il a dit si le 1 devient déjà un petit peu culte Un en petit film, DVD, voilà. ce serait déjà pas mal. Ouais. Ouais. Donc bon. Ce qui est marrant, c'est que donc celui-là apparemment donc 35 ou 50 hein, selon les deux sources, 35 sur IMDb. L'autre Judge Dredd avait coûté 90.
C'est dommage Voilà, que... La photo, ouais, que ce soit pas inversé. Ouais, bah éventuellement, d'après ce que vous dites, hein, puisque... Bah, il y a des. Ah bah c'est clair que le film, moi je trouve qu'il souffre de son budget, donc c'est bien dommage, mais... Mais moi je trouve pas tant que ça, justement, ça le recadre, ça les recadre peut-être à faire quelque chose de moins grandiloquent, je sais pas trop. Moi j'ai pas trouvé ça cheap à aucun moment. Et peut-être, du coup le budget empêche l'envergure, mais je trouve pas que c'est un mal, parce que je trouve pas que ça fasse cheap. Les armures, les décors, même la 3D qu'il y a dedans, je trouve qu'elle passe, ça fait pas cheap quoi. J'ai regardé un petit peu le début de Life of Pi. Oh my god, ça c'est cheap, hein, les éléphants difformes qui voilà, non. Normal, la FOPI, ils payent pas leurs animateurs après. Mais bon voilà, bah David, toi qui aimes bien les films avec des feelings 80 d'action, je te jure, jette un coup d'œil à celui-là, hein, il vaut vraiment le coup quoi. C'est vraiment un Robocop quoi. Ok, et on peut le voir donc en 2D, parce que tu as pas parlé de ça, 3D ou pas, puisqu'il a été Bah, de toute vendu. façon, on l'a vu en DVD, donc en 2D quoi. Bah vous pouvez avoir des écrans... Mais non, on est pauvres. Vous êtes pauvres, Je sais même d'accord. pas si, je sais même pas, ouais, ils le sortent en DVD 3D, il y a une Ouais. option dans le DVD, ouais. Sans doute qu'il Ouais. doit y avoir un DVD 3D. Parce que effectivement. aux États-Unis, Moi ça je l'ai vu s'appelait- en 2D, moi. Aux je l'ai vu en États-Unis, 2D. ça s'appelait Dread 3D, c'était le titre. Ouais, mais le DVD s'appelle Dread tout court. Ouais, c'est vrai. Heureusement, parce que Dread 3D, waouh, ça c'est ridicule. Mais ça leur a peut-être porté préjudice, hein, parce que les gens, la 3D, je crois que ça leur casse les couilles hein, maintenant. Donc, Mais c'est vrai, en plus de tout, hein, Conan 3D, le remake, Dread 3D, enfin c'est tout 3D Ouais. derrière. Oui, mais maintenant les gens ont bien compris que ça servait à rien. Et que Ouais, mais il continue quand même, hein. On va faire un Bah, débat pas tant là-dessus. que ça, pas tant que ça. Ouais, faudrait faire un débat. Ouais. Je trouve pas tant que ça. Bref, allez, moi j'enchaîne Allez. avec mon film du mois à moi. Oula, ça fait des répétitions. We've got trouble. Good one. Right, we're on our way. Tomorrow, wherever you fallux. How are we gonna do if we're spotted, Frank? Go, Frank. Donc j'ai vu Bad Taste, donc j'ai pu le voir au cinéma lors d'une rétrospective Les hallucinations collectives sur Lyon. Donc Bad Taste, une projection en 35 mm, Mais c'est que 4 tu es de tiers. Lyon, Quentin, alors. Bien entendu, oui, je suis de Lyon. C'est un aveu énorme pour nos Oula. auditeurs. Ah oui, et pour nos nombreux fans qui déjà toquent à ma porte. On a des stalkers. Quentin est de Lyon, voilà. Oui, bon bref, c'est... Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Bad Taste. Oui, donc Bad Taste, putain, je sais plus. Donc 35 mm la copie en 4 tiers, donc au cinéma, en salle, et ça faisait plaisir parce que moi c'était un film que je ne connaissais que en DVD. Et franchement, donc Ah j'adore bon, ce je film. croyais que t'avais 54 ans. Mais ferme ta gueule. Pauvre Quentin, là, on est en train de lui pourrir ça. Vous êtes en train de me pourrir ma critique. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le premier film de Peter Jackson. Donc sorti en France en 1988, donc un film qui leur a mis 4 ans à tourner, parce qu'il ne tournait que les week-ends avec ses potes, qui est à plus ou moins autoproduit, donc pour un budget total de 11 000 $. La majorité des effets spéciaux, c'est Peter Jackson qui les a fait lui-même ou avec ses potes, donc c'est vraiment le cinéma de la bidouille, de la débrouille. L'histoire, donc c'est très très con, donc c'est dans les années 80, là où sortaient tous les films d'horreur, gore et compagnie, donc c'est plein d'effets gore, donc c'est une bande d'aliens, en fait c'est des aliens qui ont un fast-food dans l'espace, donc qui veulent faire des burgers d'humains, donc ils arrivent en Nouvelle-Zélande pour transformer tout un petit village en hamburger, et puis il y a une bande de gars qui vont les dézinguer, quoi. Donc c'est prétexte à faire des blagues gore. Et c'est très drôle. Et voilà. Vous l'avez vu, vous, Bad Taste ? Oui. Non, moi je le connais que de réputation, de très bonne réputation, mais c'est un film tellement rare que non, j'ai jamais eu l'occasion Et oui, il est rare parce que même, Ouais. même le DVD, je me suis renseigné, il est même plus trouvable maintenant en zone 2, je crois. Et l'a-t-il jamais été? Parce que par exemple, Braindale Bah a oui, jamais parce été que je trouvable l'ai, en moi. zone 2. Hein. Non, oui, il lui fut un temps vu que je l'ai. Ah oui. Mais Ouais.
Donc voilà, mais J'ai maintenant, j'ai un rip de vieilles VHS qu'on allait louer au vidéoclub et on branchait nos 2 magnétoscopes comme des voleurs pour ripper les films à l'époque. Et je les ai toujours, j'ai Branded et Bad Test toujours en VHS, ouais, je les ai vus. Ouais. Mais moi, voilà, plus que Brain Dead, Bad Taste est vraiment. Parce que donc moi je connais Brain Dead, ça me fait mourir de rire, j'adore ce film, donc est-ce que on est un peu dans le même Non, on est vraiment dans le même registre d'humour. Après, Bad Taste, c'est vraiment du bricolage. Alors, je l'accorde que c'est relativement dégueu au niveau de la photographie. Des cadrages des fois sont très approximatifs, tout simplement parce qu'ils ont tourné ça avec je sais plus quelle caméra, j'avais regardé en plus, mais en gros dès qu'ils voulaient faire un travelling ou un plan à la pas grue, contrôler l'image, ils pouvaient pas contrôler l'image, donc ils devaient juste pointer le truc à peu près dans la bonne direction en croisant les doigts pour que tout soit dans le cadre. Oh là là. donc voilà. Et enfin ouais, il y a plein de trucs comme ça. Non, c'est vraiment le truc de la débrouille. Moi je conseille le documentaire Good Taste Made Bad Taste. Donc il est trouvable sur YouTube. Et on voit justement toute la conception du film, le temps de fou que ça a pris. Parce que c'est un film qui était tourné pendant que Jackson avait encore un emploi comment dire, plus classique, quoi. Donc il tournait que les week-ends, C'était vraiment un film de potes, Je pense que le documentaire peut aider à aimer le film, parce que faut quand même, pour moi, le film est assez irregardable quand même. Je trouve que c'est vraiment très moche, quoi. Alors c'est fun et tout, et tu m'en as un peu plus parlé. J'ai été voir un petit peu le documentaire et tout, et c'est vrai que quand on voit la bricole, moi j'aime aussi, j'adore ça, la bricole. Donc c'est vrai qu'on se dit bon, allez, why not. Et je pense que le film, on le voit d'un autre œil après. Mais c'est vrai que à première vue comme ça fait vraiment très 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 amateur quand même. C'est vrai que il faut être très permissif quand on regarde le film, se dire bon, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Voilà. Après oui, voilà, faut se mettre en tête les conditions dans lesquelles il a été tourné et tout ça. Mais même sans avoir vu le documentaire et tout, je trouve qu'il se dégage tellement du film un amour pour le cinéma et surtout pour les effets spéciaux. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Peter Jackson, c'est un grand fan de trucage, que ce soit en live ou en numérique, enfin voilà, il a beaucoup fait pour tout ce qui est effets spéciaux dans le cinéma, presque autant que George Lucas à son époque. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ouais, donc, justement, question, comment expliquer qu'il soit passé de films comme ça, de bidouillage, de films de genre qui s'adressent à un public bien précis, à des super productions complètement indigestes. Ça, c'est une de mes grandes énigmes. On en parlait, Quentin. Ouais, tu nous parlais d'une date là. Je crois que c'est 10 ans. Oui. Voilà, mais d'abord, ces productions ne sont pas du tout indigestes, pour répondre à David. Je vois pas pourquoi tu dis ça. C'est juste qu'il a extrapolé encore plus ce qu'il pouvait faire en live. Il est allé encore plus loin avec le numérique. Non, mais son dernier film... Non, oui, mais en plus, il a changé de genre, parce que c'est des films de genre, des films d'horreur, gore. On peut aller jusqu'à Fantôme contre Fantôme, qui est très sympa, là, en 96. Puis alors après, il a fait les trucs un peu bizarroïdes, Heavenly Creatures, et puis récemment là Lovely Bones, qui est une horreur. Bones, et puis donc et le Seigneur des Anneaux, donc c'est complètement des genres différents finalement. C'est des genres différents, mais par exemple King Kong qui a fait le remake, ça, ouais, mon Dieu. C'était un projet qui lui tenait à cœur, qu'il aurait bien aimé faire. D'ailleurs, normalement, King Kong, il aurait dû le réaliser avant Le Seigneur des Anneaux, et la production a annulé le remake parce qu'il y avait le film Mon ami Jack, je crois que c'est ça. Mon ami Joe. Joe, ouais. le truc avec le gorille, quoi. Ouais. Et le studio a dit que du coup, non, c'était pas le bon moment pour faire ce type de film, quoi, qu'il y avait trop de concurrence. Donc ils avaient annulé le projet. Mais sinon, il l'aurait fait avant. Non, c'est. Mais moi, plus qu'il a envie de faire, il y a pas à remettre ça en cause. Et attends, Christophe, je finis. Et donc Christophe parlait de la date, d'une date. Donc oui, effectivement, il faut voir qu'entre la sortie française de Bad Taste, qui est 1988 en France, et le premier clap de tournage du Seigneur des Anneaux en 1998, donc il n'y a eu que 10 ans, donc seulement 10 ans d'écart entre ces deux films, quoi, et le gap technique est ahurissant. C'est là-dessus que je voulais rebondir, ouais. plus que le réalisateur qui change de genre, parce que ça je trouve que ça peut être tout à l'honneur d'un réalisateur, c'est vraiment comment en 10 ans passer d'un Bad Taste à quelque chose, à une production de l'envergure d'un Lord of the Ring. C'est ça qui est formidable. Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est Ah oui, fou. oui. C'est fou. Je vois bien, nous, on bricole nos petits trucs dans notre coin. De passer de ça en 10 ans à un film qui a coûté mais des millions, avec des milliers de personnes à gérer, avec un film avec des détails incroyables. Enfin, c'est. Non mais c'est Wow. ça, mais après ça s'est pas fait d'un coup, tu vois, par exemple on prend Bad Taste, donc c'était vraiment de la bricole. Ensuite il a fait Brain Dead, c'est un peu un bad taste avec de l'argent. Ouais, je suis d'accord. Même si c'est pas énorme. Et puis Fantôme contre Fantôme, c'est là qu'il a commencé ses... Ça reste un petit film quand même. Non, mais ça reste Ouais. un petit film. Mais par contre, je vous conseille aussi le making-of de Fantôme contre Fantôme. Mais il était vraiment à la pointe en ce qui était au niveau des effets Ah oui, oui, numériques. totalement. Le fantôme Voilà. qui se glisse sous les tapis, dans la tapisserie. Voilà, il faut voir que le truc avait été fait à peu près en même temps que le Terminator 2 et que voilà au niveau des ça valait le T1000 quoi, alors que c'était un tout petit studio quoi, Ouais, c'est pas faux. un C'est pas tout faux. petit studio néo-zélandais, et que le film a coûté je sais pas peut-être 10 fois moins que les Terminator, donc non il faut le mec a vraiment une passion pour ça quoi. Et donc là, il continue d'exploiter ça au maximum à travers ses films, quoi. Mais bon, c'est quand Mais même. c'est ce que j'aime dans le cinéma de Peter Jackson, c'est que je trouve qu'on ressent un vrai amour de la technique et du cinéma, quoi. Ouais, non, Dans mais tous c'est ses films, même des Lovely Bones qui sont pas très bons, ou des trucs comme ça se ressent, quoi. Bah, Lovely Bones, oui, Lovely Bones, c'est un scénario de film français tout pourri. Oui, tu sens que dans la réalisation, le mec essaye des trucs. Il y a jamais. Moi, j'ai pas aimé ce film, hein. Mais c'est vrai que esthétiquement, il y a jamais. Les plans sont toujours travaillés. Tu sens toujours qu'ils peuvent avoir une signification, qu'il y a toujours des jeux de. Je sais plus quand elle descend dans la trappe là ou la cave du violeur, je sais pas quoi. Il y a des. Je me rappelle qu'il y a des plans qui s'enchaînaient de façon sympa, enfin, avec la caméra qui descendait. Enfin, oui, ça reste. Il reste toujours un peu ludique dans sa façon de mettre en image. Toujours, hein, même son remake de King Kong, il y a des trucs très très bien dedans, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc tout n'est pas réussi, je peux l'accorder, mais il y a des choses très très bien, quoi. Donc voilà, Bad Taste, donc si vous arrivez à trouver le DVD quelque part, ou un RIP, quelque chose, je conseille vraiment de le regarder, et donc de l'accompagner du documentaire Good Taste Made Bad Taste. Et David, je te donne la parole pour parler de ton film. Comment vous expliquer qu'il manque du fric? Je sais pas. Vous savez pas grand-chose, hein, monsieur Musulin. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. Alors mon film du mois, donc on m'a demandé de prendre un film récent. Donc ça va être le cas avec un film qui est dans les salles actuellement. Il s'agit de 11,6. 11.6, ouais. 11.6, 11.6. Donc 11.6 dont tu as joué dedans, il faut le dire. J'ai joué dedans, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on me voit pas du tout. Ah T'as pu merde, le quelle constater tristesse. peut-être. Non, bon, c'était une figuration. Alors, oui, tu fais bien de dire ça. Donc, effectivement, donc 11,6 qui raconte donc l'histoire du convoyeur de fonds Tony Musulin qui un jour a décidé Donc de se faire lyonnais, la malle parce qu'on est très lyonnais en ce. avec le voilà à Lyon, tout à fait, avec le pognon dans le fourgon. Ah mais Alors, oui, c'est vrai je me rappelle de ce fait divers, hein. Je savais pas qu'ils avaient fait un film là-dessus, d'accord. ok. Voilà, Je te alors laisse du coup continuer. quand j'ai fait cette figuration, bon j'étais pas très emballé par le film, je me disais bon ça va être encore un énième fait divers exploité au cinéma avec une réalisation un peu téléfilm, et ben pas du tout, j'ai trouvé le film absolument remarquable. J'ai trouvé le film remarquable, tout est très très bien amené, c'est-à-dire que bon il est pas du tout spectaculaire, hein, le film refuse tout spectaculaire, la scène où l'argent est volé, ça dure pas très longtemps, mais finalement on s'intéresse beaucoup plus à la psychologie du personnage de Tony Musulin, qui est en même temps un peu inventé par les créateurs de ce film, parce que finalement on sait pas bien qui il est, il s'est jamais trop dévoilé. Oui, c'est ça, Donc il à parle partir de pas, ce fait divers, ils ont décidé de composer un personnage et et le film est tout en intériorité, c'est vraiment sa psychologie, comment il est amené à embarquer tout cet argent. Bon il est amené parce que voilà, on voit les frustrations au travail, on le traite n'importe comment, etc. Donc tout est très bien amené petit à petit, il y a une sorte de bouillonnement intérieur, donc chez François Cluzet, hein, qui fait Tony Musulin. Ouais.
Et c'est vraiment très réussi. Dans la mise en scène aussi, il y a plein de choses. Donc il s'était loué un garage. C'est réalisé par qui Philippe Godot. C'est son deuxième film seulement après, je crois, hein, son deuxième film en tout cas après le dernier Pour la route avec Cluzet déjà qui traitait du problème de l'alcool. Ah, il était bon celui-là, je l'avais vu. Voilà. C'était le truc du gars de Kappa Production là, non? Adapté du bouquin de... Non, je sais plus, ouais, je crois. Enfin, bref, pardon. Okay, très belle intervention. Si, il me semble que ce film, ça a été adapté d'un bouquin du président de Chabalier, là, non? Parce que c'est lui qui a écrit ce livre, justement, où il racontait que lui, en fait, c'était un ancien alcoolique. Hervé Chabalier. Ben, peut-être bien. Ah, peut-être bien. Ouais, quel Kappa Prod, les gars, quand même. Et du coup, continue David. Et du coup, donc effectivement, il avait loué un garage dans lequel, il avait prévu de planquer l'argent. Et dans le film, donc on voit bien comment il construit une espèce de cloison. Donc il construit un mur de briques à l'intérieur du garage, derrière lequel il voulait planquer l'argent. Et finalement, on se rend compte que ce mur dont il va boucher petit à petit chaque interstice en rajoutant des briques, etc., est un peu à l'image de son personnage qui se coupe complètement du monde extérieur, qui s'enferme de plus en plus. Sa compagne comprend pas pourquoi il communique pas, pourquoi il est aussi mutique. Donc tout est très très bien fait, c'est très intelligent et non, c'est un bon. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, n'ont pas aimé ce film parce qu'ils s'attendaient à un truc assez visuel, assez spectaculaire. Mais bon, une belle image. Alors Cluzet, j'avais un peu de mal sur Cluzet dans la mesure où je trouve que, contrairement à ses collègues qui sont montrés vraiment comme des gros beaufs, des gros cons, il tranche un peu trop, il fait un peu trop, il fait pas assez prolo, je trouve. Il fait pas assez prolo. C'est quelqu'un de fin, Cluzet, à la base. Hein. Il a un jeu assez fin. Enfin... Oui, il a un jeu fin, mais c'est un peu de Dustin Hoffman, tu vois. C'est un peu de Dustin Hoffman français. Ouais, mais ne serait-ce que pour la gueule, ouais. Justement, ses collègues sont présentés comme des débiles parfaits. Bon, alors, vous me direz, c'est normal qu'ils soient montrés comme différents, puisque pour avoir été capable de faire ça, il était quand même différent de ses collègues, il pensait différemment. Mais je trouve dans l'attitude, dans la manière de s'exprimer, il a vraiment l'air d'être d'un autre monde, et je trouve que c'est parfois un peu difficile de le croire en convoyeur de fond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, il joue remarquablement bien, donc ça n'a rien à voir avec son jeu. Ouais, avec son jeu. C'est juste que ça va au-delà. C'est peut-être même la morphologie, parce que Musulin, je le voyais plus comme un sportif, un côté d'après les quelques photos qu'on a vues. un peu un beauf qui va faire son petit jogging, qui rentre regarder le foot avec une bière. Chérie, t'as fait les pizzas. Ce qui est marrant, c'est que le film, le personnage de Tony Musulin, était devenu un peu, on va dire, au moment où il avait fait ça, une sorte de héros, une figure... un Robin des Bois 2.0. Ouais. Voilà, tout à fait. Et quelque part, le film, justement, en faisant un truc comme ça, psychologique, intériorisé, casse un peu cette image de héros. Donc ça peut aussi contribuer au fait que les gens ne l'aient pas aimé, peut-être. Ouais. Voilà. Mais et ben putain, je l'ai raté alors que je voulais le voir en plus. Il se voit encore, il passe encore. Et il faudra que j'y aille. Mais ouais, tu m'aurais dit, j'aurais essayé de le voir pour cette émission. J'aurais pu en parler avec toi. Ouais, bon, et Christophe, tu l'as pas vu non plus. Non, mais je voulais, et puis j'ai vu Inch'Allah à la place. Tu parles. Moi non, j'ai pas vu, mais le pitch me dit pas. Je regarde très très peu de films français. D'ailleurs, ce que tu m'as dit m'a fait penser à un que j'ai vu récemment sur les conseils de Quentin, avec Daroussin là qui se suicide. Ah oui, de bon matin. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal, tu vois, pour un film français. Ouais, c'est méga glauque, ça. Hein. Ouais, il y a quand même de bien. bonnes choses en film français. Non, mais c'est correct, ouais. Même si on aime bien cracher sur le cinéma français, il y a quand même de bonnes choses de temps en temps. Il y a des bonnes choses. Mais là aussi, c'est vrai que ça fait pas du tout... Même la réalisation, ça tient la route. Hein. C'est vraiment pas mal, ouais. Ok, donc 11,6 alors. Voilà. Ok, de toute façon, je crois que j'entends un téléphone qui sonne. Allô? Allô? Bonsoir les amis, c'est Night. Bonsoir. Night? Oui, Night, comme la nuit. Je fais des films avec Bruce Willis en fantôme. Ah, tu veux dire Night Shyamalan, c'est Manoj. Manoj Neliyatou. Arrête de m'appeler Manoj, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Ah oui, t'as pris M, c'est Manoj. Non, arrête, maintenant c'est Night, comme la nuit. Ça me rappelle trop mon enfance quand j'étais petit. Mon papa, il me frappait dans la cave. Il me disait, Manoj, t'es un bon à rien. Il voulait pas que je parte avec mes amis couturiers de New Delhi. Ouais. Bon, et pourquoi t'appelles Manoj? Pas m'appeler
oui, Manoj, moi. J'appelle pour faire un peu promo, parce que ma carrière en ce moment, c'est pas trop ça. Oui, c'est sûr que c'est pas trop ça ta carrière. Depuis le dernier maître de l'air là, et puis t'as fait d'autres caca. Hein. Faut pas dire ça. T'as fait Mark Wahlberg qui parle à des plantes. Arrête, il est très bon mon film, il fait peur. C'est peut-être le film que j'ai fait qui fait plus peur. Moi j'aimerais bien faire un film rated R, mais j'y arrive pas. C'est pas une question de censure, j'essaye de faire des films de monstres, mais ça me fait peur. Alors, après 6ème sens, j'ai fait le screenplay de Stuart Little, la petite souris. Pauvre Manoj. C'était rigolo, elle mangeait le fromage. Là j'ai pas eu peur. Ah bah oui, t'as pas eu peur là. Et 6ème sens, ça t'a pas trop fait peur avec les fantômes, tout ça? Ça t'a traumatisé un peu peut-être? Ça allait à la fin, on sait qu'à la fin. Donc tout le long quand je faisais le tournage dans ma tête, c'était pas un fantôme, c'était vrai Bruce Willis. Donc, le Manoj. Ah oui, et il t'a pas trop fait peur, Bruce Willis? Non, il est gentil, il a une bonne petite tête. C'est pour ça que tu l'as repris pour Incassable? Oui, après j'ai fait Incassable avec... Mais par contre, il y avait Samuel L. Jackson. Lui, il n'a pas une sexualité très bien définie, le Manoj. Arrête, pourquoi tu dis ça? Arrête, c'est ce que je pensais. Arrêtez, les amis. Moi, je suis gentil, il vous appelle faire promo, tout ça. Et pourquoi tu t'appelles alors, ouais? Pour faire promo, parler de ma carrière, parce que tu sais, en ce moment, c'est pas terrible, les gens. Ils Ta carrière, faut en zapper la moitié, hein. Ils critiquent mes films, arrêtez. Je parlais, regarde, tout le monde a aimé Incassable. Ouais, Incassable. Il y avait Samuel L. Jackson, lui il me faisait un petit peu peur. Avec ses gros yeux. Alors j'ai mis une perruque afro dans le film. Mais il voulait pas, il voulait garder son béret Kangol. Tournage difficile, film pas faire peur. Ouais. Après t'as fait signe? Oui, je voulais faire un... Mais pourquoi arrêtez, critiquez pas mes films? Je voulais faire peur avec les aliens. Avec l'aluminium sur la tête là. Oui, j'ai fini le film avec le petit chapeau en alu sur la tête. C'était rigolo. C'était rigolo. Mais ça faisait pas très peur, tu voulais faire un truc à la Predator, c'est ça? Oui, mais à la fin j'ai eu peur. Alors j'ai fait le petit chapeau pour Joaquin Phoenix. Et le film, il était un peu plus rigolo. J'ai moins peur. Après, j'ai fait le Village. J'avais peur de Adrian Brody. Il buvait beaucoup, il me montrait son nez. Son grand nez. C'est parce qu'il est juif, ça, hein. Je connais pas tout ça. Moi, Manoj, j'ai grandi dans... C'est pas Manoj, arrête, pourquoi même moi, je m'appelle Manoj. C'est toi, tu t'appelles Manoj. Non, je m'appelle Night, comme la nuit. Et alors, j'ai fait un film de monstres avec des bouts de bois dans The Village. Parce qu'à la fin, j'avais peur. Je filmais les monstres, je croyais qu'ils allaient venir de mon lit. Alors, j'ai fait des bouts de bois. À la fin, on apprend le monstre, c'est les bouts de bois. Après, j'ai fait Phénomène. Avec Marky Mark. Mark, il parlait à des plantes. Oui, et j'ai aussi là, les monstres, c'est les plantes, ouais. J'ai aussi pris le petit bonhomme avec les grandes dents de Mario Bros. Faut faire des trucs qui font un peu plus peur, Manoj, parce que les plantes, les bouts de bois, tout ça... Il fait peur. Ça sera pas rated, hein. Il fait peur, Phénomène. Au début de celui-là, les gens, ils meurent. Ça fait peur, ça. Ouais. Ils tombent du toit. Bah, c'est bizarre, mais c'est pas très peur. Et le petit bonhomme de Mario Bros avec les grandes dents, John Leguizamo, il meurt aussi dans le film. Oui, il meurt. Mais bon, on se rappelle surtout que voilà, ils ont peur du vent, quoi. Et des plantes. C'est ça qui fait peur, parce que la menace, elle est partout. Et moi, j'ai pas besoin de monstres, parce que trop peur. Là, on fait After Earth. Avec Will Smith. Ah, attends, t'en as zappé deux, hein, quand même, Manoj. Il y en a tu veux pas nous en parler, là. Hein. Tu veux pas trop nous parler de la jeune fille de l'eau et du dernier maître de l'air, non? Non, Night, il le savait pas trop. Et le dernier maître de l'air, il voulait... T'es pas un peu déçu qu'ils en fassent pas une trilogie? Parce que je crois que c'est ce que tu voulais, normalement. J'aime pas quand tu parles comme ça de Manoj. Manoj, il a déjà l'impression qu'il a raté sa carrière. Et moi, je sais pas, le Last and Blender, enfin, je voulais faire le babysitting avec ami d'un copain. Alors, on a fait un petit film avec les enfants. Ils crachent le feu, l'eau. Les gens, ils ont pas aimé. Bah oui, c'était pas terrible. Mais on va plutôt parler de mon nouveau film. Bon, alors c'est quoi ton nouveau film alors? C'est avec Will Smith et puis le petit bambino de Will Smith. Mais en fait tu fais que de la garderie, c'est ça toi? Arrête, dis ça. Moi je fais grand film. Il y a quelques années, tout Hollywood ils disaient Night et plus trop maintenant. Maintenant ils disent Manoj. Arrête m'appeler Manoj, ça rappelle trop de mauvais souvenirs, écoute fouet. Arrête. Retourne faire Slumdog Millionnaire, hein.
J'aurais bien aimé ce copieur de Danny Boyle, ils me copient tous, comme ce copieur d'Angly. Moi, avec After Elf, je voulais mettre monstres, mais les monstres toujours peur. Alors comme vous pouvez voir dans le trailer, j'ai mis les animaux, et je filmais derrière l'arbre, parce que j'avais peur du tiger. Il faisait wow, wow. J'ai pas vu de tiger, moi, dans la bande-annonce. Attends, comment il faisait, le tigre? Ok, d'accord. Il y avait les animaux. J'ai vu que des monstres en 3D, moi. Enfin, non, tu le regardes mieux, il y a des animaux, il y a les petits tigers. Et moi, il me faisait peur, j'étais obligé de courir derrière l'arbre pour filmer. Alors, on a mis les animaux en 3D, un peu comme la PlayStation. D'accord. Dans le film. Oui, bah c'est bien ce que je te dis, oui, d'accord. J'espère grand succès avec ce film, renouer un peu avec Hollywood. Ce serait bien. Ouais, d'accord. Ce sera pas grâce à nous déjà. Hein. Ouais, là on peut pas trop te suivre. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Mais sinon, ça va bien dans ta life? Oui, je vais bien. En ce moment, je suis avec un boyfriend surfer. Ah, bah voilà, on s'en doutait qu'il suçait des surfeurs, Manoj. Toi pas m'appeler Manoj. Manoj, trop mauvais souvenir. Maintenant, c'est night, comme la nuit. Et mon petit boyfriend surfer, il m'a donné le petit collier que je mets toujours, comme vous voyez. C'est ça, ton collier de tapette. Sur mes photos IMDb, tout ça. Parce que quand j'étais petit, je mets bien les colliers comme ça. Mon papa, il me battait parce qu'il disait que les colliers comme ça, c'était pour les sales. Ouais. Bon, Manoj, nous, on a une émission à finir, hein. Donc, bon, c'est pas que tu nous ennuies, mais presque. Arrête de m'appeler Manoj, encore une fois, c'est nice. Bon, allez, Manoj. Je suis garçon sensible, moi, parce que à New Delhi, quand j'étais petit, les garçons de mon école, ils s'arrêtent jamais. Hein. Ils me mettaient tout nu et... Allez, Manoj, c'est bon. Allez, ta gueule. Hein. Voilà, allez, ciao. Voici le moment venu d'attaquer le gros morceau de cette émission avec le débat. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème intéressant, à savoir la question de la classification des films, la question de la censure. Donc la classification des films aussi bien en France qu'aux États-Unis, à l'étranger, la censure, éventuellement les scènes coupées, les scènes de violence, la violence qui est perçue plus ou moins différemment selon les pays du monde. Donc nous allons parler tous les trois de ce sujet, de confronter nos opinions. Alors tout d'abord, la question qui a motivé ce débat, c'est est-ce que, notamment en France, la censure est trop laxiste vis-à-vis de certains films? Il me semble, Quentin, que tu as vu des films qui te semblaient particulièrement violents, avoir reçu des interdictions très faibles, c'est-à-dire seulement moins de 12 ans, voire pas d'interdiction du tout. Ouais, tout à fait. Donc, soit violent, soit moralement condamnable. On va dire, oula, j'ai l'impression d'être une féministe. Non, mais donc par exemple, non. Donc par exemple, Spring Breakers, qui était seulement interdit au moins de 12 et qui aurait bien mérité un petit moins de 16. Pareil pour à l'époque Piranha 3D, qui était pareil moins de 12 alors qu'il aurait bien mérité un petit moins de 16. Il y avait aussi le cas de Kick-Ass, qui était seulement avertissement. Donc tout public avec avertissement. Alors qu'il est très violent, hein. Ouais, c'est sûr. Il est très violent et le moins de 12 s'imposait au minimum. En plus c'est des enfants qui... Voilà, c'est des enfants qui commettent des meurtres, machin et tout, donc bon bref. Ne serait-ce que là, oui, puis même graphiquement, quoi. J'ai voilà, un peu vu, ne serait-ce qu'au début, la première scène, quoi, quand t'as Nicolas Cage qui tire sur sa gamine, enfin, c'est... voilà, tu sens que le ton est fun et tout, mais... Pas mettre d'interdiction au moins de 12 ans, c'est assez étrange quand même. Un gamin de 8 ans qui va voir ça, je sais pas si c'est tip top, quoi. Il y a d'autres films un peu plus magiques. Enfin, c'est assez étrange. Hein. Moi, Ouais. Et puis par exemple, j'avais aussi le cas de Black Swan qui, pareil, était tout public avec avertissement. Tu nous racontes ton anecdote là? Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir. En plus, habité à Lyon, je travaille dans un cinéma. Oh là là. Et donc, ah bon? Ouais, oui, oh là là. Révélation sur révélation ce soir. Et non, mais que quand du coup. Quand t'es célibataire d'ailleurs. Non, mais c'est bon, reste tranquille. Et du coup, ça donne droit à des scènes particulièrement étranges, comme une mère qui emmène sa fille de 9-10 ans voir Black Swan parce que c'est de la danse. C'est fou.
Voilà, donc on a beau prévenir la personne que Black Swan, non, c'est pas un film sur la danse, c'est un peu bizarre quand même. C'est un film immoral totalement, c'est l'apologie de la perversion quand même ce film, allez voir ça avec sa gamine de 8 ans, c'est hardcore. Donc, oui mais... Vas-y David. Justement, à sa décharge, on peut dire, étant donné que le film n'avait pas d'interdiction, peut-être que cette femme se réfère justement aux avis de la commission de classification. Oui, non, totalement. Non, mais comme je te dis, ça donne justement ce fait que ces interdictions soient, je trouve, trop laxistes, droit à des scènes, qui me semblent totalement ubuesques. Mais surtout, alors c'est effectivement le problème de la cohérence, parce que l'inverse aussi se pose. Il y a des interdictions moins de 16 ans qui peuvent nous sembler un peu disproportionnées. Je me rappelle, bon, je sais pas si tu as un exemple, moi je repense à Une nuit en enfer. Ça t'a dit au moins de 16 ans, Une nuit en enfer? Ouais. Interdit moins de 16 ans en salle, alors que bon, c'est du gros délire, voilà. Moins de 12 suffisait, quoi. Alors que bon, Black Swan, c'est beaucoup plus, il y a un côté, même si c'est très fantastique, quelque part, c'est plus réaliste dans la mesure où on voit le sang, on voit... Alors moi, c'est toujours le genre de choses, justement, qui m'ont choqué quand j'étais plus jeune, même de l'entourage et tout ça, genre, tu regardes un Robocop, les gens te disent, un Terminator, les gens te disent, tu regardes des films violents. Et ils te disent tu regardes des films violents. Et moi, même en étant jeune, j'ai regardé les Predators, les Robocop, tout ça, j'étais quand même très jeune. Et même en étant jeune, ça me choquait beaucoup moins que n'importe quel, même une vulgaire séquence de Navarro ou des experts. J'ai un exemple des experts. Attendez, j'ai un exemple des experts. Je pense pas que les experts ça passait quand il y avait Robocop. Non, mais par exemple, tu vois, t'as les experts, ils passent sans aucun problème. Et j'ai vu un truc où les gars, ils étudiaient le cadavre d'une petite nana qui était violée, et t'as le cum, il était là, il rentre à l'intérieur, il fallait le revoyer, on peut voir ici que les... Et waouh, moi je trouve ça beaucoup plus choquant qu'un film. Ça passe à 20h sur TF1. Quoi. C'est ça. Et tout de suite, Robocop, on va dire, oh là là, le gars, on lui arrache le bras, c'est pas possible, faut mettre une interdiction. Alors que c'est tellement cartoonesque. Robocop, je sais pas, Robocop reste quand même assez violent pour la revue il y a pas longtemps. Il reste violent, mais oui, c'est vrai. Mais il est interdit moins de 12, Robocop, ça reste proportionné, ouais. Oui, ça reste proportionné s'il est moins de 12. Ouais. Et voilà, alors que les experts et compagnie, c'est pas moins de 12, c'est grand public, et des fois, j'ai l'impression que c'est tellement... Alors ça, c'est la télé, alors on va essayer d'en rester au cinéma, si possible. Pardon, c'est vrai. Non, mais je sais pas. Non, mais pourquoi pas, moi, je laisse parce que c'est vrai que... Bon, mais parce que c'est pas les mêmes... je crois que c'est pas les mêmes... Les mêmes systèmes de classification aussi, télé-cinéma. Oui, mais à la rigueur, on pourrait se dire que justement, c'est encore pire, parce que tu sais qu'un film de genre, il passera vraiment à 23h à la télé, et limite sur M6, jamais sur un TF1, tu vois. Donc limite, parce que maintenant, il y a beaucoup de films qui sont financés comme ça, et tu te dis qu'il n'y a pas de souci pour les séries américaines qui peuvent montrer une violence quand même plus ou moins réaliste, plus ou moins choquante, alors que... Bon, un Robocop, il est peut-être un peu hardcore, tu prends un Terminator, c'est bon, il est noir et tout, mais je sais pas, je trouve tout de suite, on est dans des robots, on est dans enfin, pour moi, même quand j'étais plus jeune, même si c'était violent, on est déjà ancré dans l'imaginaire, on voit Robocop sortir de sa bagnole, c'est un robot qui va tuer des gens. Moi, c'est de la violence que je trouve moins choquante que de la violence à la Black Swan, enfin que de la perversion à la Black Swan, par exemple, quoi. Je trouve que après, chacun c'est plus fantastique aussi. C'est ça, chacun son psyché. Après, je sais que moi, j'ai plus tendance à être choqué par une violence qui va être ancrée dans la réalité que de la violence beaucoup plus cartoonesque, gore. Mais dans ce que tu viens de dire, voilà, je pense que c'est là le cœur du sujet, puisque bon, finalement, ce choix de classifier les films de telle ou telle manière relève beaucoup de la subjectivité, et y compris pour ceux qui sont finalement chargés de ce travail, parce que donc est-ce que vous savez comment ça se passe un petit peu en France? Nous on sait à peu près pour les États-Unis parce qu'on a regardé un reportage This film is not rated yet, qui est très intéressant là-dessus. Et on va te laisser nous dire pour la France, ça m'intéresse. Non, mais donc pour la France, effectivement il y a une grosse différence avec les États-Unis, puisque bon. Aux États-Unis, donc vous allez en parler dans un instant avec le documentaire que vous avez vu, mais effectivement donc c'est la Motion Picture Association of America qui fait ça, donc c'est en fait quelque part les créateurs, les producteurs, les réalisateurs qui en sont membres qui vont s'auto-censurer, alors qu'en France c'est un organisme complètement indépendant qui dépend de l'État. Enfin, indépendant donc du cinéma, du monde du cinéma, qui dépend de l'État. Ce sont
donc des gens appointés pour faire ce travail-là. Donc alors il faut quand même savoir qu'ils sont extrêmement nombreux, c'est absolument délirant. Donc c'est une commission composée de 28 membres titulaires et de 55 suppléants. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Il y a beaucoup de films qui sortent en même temps. Non mais il y a beaucoup de films qui sortent, mais ces gens-là, donc là, Ils sont combien pour voir un film ils doivent être minimum 14. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, voilà, oui. Donc, est-ce que vous vous rendez compte un peu combien, alors ça c'est un truc dont on parle jamais, mais combien ça coûte aussi, ça, je veux dire, aux Français. Oui, parce que c'est financé par le CNC, donc directement de nos impôts. Bah, le CNC est financé par ce que récupère, par ce qu'il récupère sur les salles. Mais, étant donné que ça implique le ministère de la Culture. Et y compris le ministre de la Culture, on fait appel au ministre de la Culture lorsqu'il y a on va dire une indécision quant au choix de la classification. Il peut être garant ou donner son droit de veto. Voilà, donc il peut demander un réexamen si c'est assez litigieux. Donc ça implique vraiment le haut sommet de l'État, on peut dire carrément. Et effectivement, cette commission est composée donc de représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale, de la famille, de la jeunesse. Il y a aussi des jeunes, des gens de 18 à 24 ans. Alors ceux-là, je sais pas comment ils sont sélectionnés, mais vous avez tout un tas de gens, des experts, des pédopsychiatres. C'est la famille Boringer de 18 à 24 ans. Donc tout un tas de défenseurs des enfants, des professionnels divers. Donc ça mobilise tout un tas de gens. Y compris de culture, communication, affaires étrangères ou même outre-mer. Alors à titre. Mais c'est des gens qui appartiennent au ministère carrément, quoi. Et c'est des représentants des ministères. Donc quelque part ils doivent être détachés par le ministère, des gens qui sont détachés dans cette fonction par les ministères correspondants. Mais c'est absolument délirant parce qu'ils sont très très nombreux et. Mais au final, est-ce qu'on peut dire que ça représente un panel représentatif des gens lambda? Bah c'est censé être le cas, oui. D'accord. C'est censé être le cas. Mais oui, comme tu disais, ça nous coûte cher, donc parce que qu'en est-il des salaires? Bah ça coûte cher. Bah ça je sais pas, mais toujours est-il que le CNC effectivement touche des aides. Alors est-ce que tout est financé touche des aides, donc prend une ponction sur les entrées, mais est-ce que tout est financé par ça? Bon, il y a sûrement un budget culture qui part dedans. Et c'est vrai que ça paraît donc 28 et 55. Enfin ça fait quand même 83 personnes. Pour ce travail, ça semble assez délirant. Donc effectivement, alors que j'ai l'impression qu'on a la censure la plus laxiste du monde. Oui, c'est ça qui est drôle. Oui, mais c'est pas faux. Et justement, on peut en parler de ça. Parce que c'est vrai que on a un peu l'impression que parfois sur Allociné, il y a des gens qui se plaignent que les films, c'est censuré, oh là là, c'est honteux, t'as né moins de 16 ans, c'est dommage et tout ça. Mais effectivement, non, si on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est extrêmement laxiste. Oui, moi je trouve qu'on a quand même plus l'exemple inverse que. Ah mais Quentin regardait pour je sais plus quel film, un film assez hardcore, on s'amusait à regarder sur IMDb, et c'était fou quoi. Il était interdit mais partout, au moins de 16 ans. Mais en France, je crois qu'il était à peine 12, je crois. Oui, je sais plus quel film, Oui. Vas-y David. Non mais donc tout ça pour dire que donc les membres de cette commission donc se réunissent chaque jour de la semaine, matin et après-midi, pour voir les films. Hein. Ils font que ça. C'est vraiment, c'est quand même, y compris les bandes annonces. Donc les bandes annonces aussi peuvent passer à la moulinette s'ils les considèrent trop violentes. D'accord. Ou trop mais ils ont le droit de couper? Non. Non, ils vont demander à ce que ce soit refait en enlevant cette chose, je pense. Je pense pas que oui, tout à fait. Oui, c'est ça que je veux dire. Moi, c'est pareil. Et donc, c'est des gens qui font que ça absolument toute la journée, donc ils sont payés pour voir tous les films, donc c'est pas mal. Par contre, après, à l'issue de la projection d'un film en question, l'un des membres doit rédiger un rapport qui fait état de la vie de chacun d'entre eux, donc ils se concertent, ils font ce rapport, et puis donc ils le présentent à un collège plus grand, donc de personnes, et puis ils en débattent. Ils en débattent en assemblée plénière, donc... donc d'où l'aspect effectivement très subjectif de la chose, quand bien même ils sont nombreux, ils en débattent, il n'y a pas vraiment de règles qui s'appliquent, il n'y a pas de grille, on va dire, comme on veut ça, de méthodologie,
où ils vont cocher une croix, voilà, il y a tant de ça coups c'est ce qu'il y a, etc. voilà, ça, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, donc c'est ce qu'on a vu dans le docu This Film Is Not Yet Rated. Voilà, donc parlons de ça, oui, effectivement. Ouais, où effectivement aux États-Unis ils ont des critères très stricts. Donc, à la base, c'est quand même un petit peu comme en France visiblement. C'est censé être un panel. Alors là, pour le coup, c'est vraiment censé. Parce non, que mais il y a quand même. cas. Ils le montrent bien dans le truc que ils ont quand même, par exemple, ils disent alors à tant de fuck, hop, tu perds un truc. À tant de morts, tu perds un truc. À tant de morts, mais où on voit les impacts de balles, t'en as un de plus, tu vois. Ouais, enfin, ça en est presque abusé. Hein, ouais. Ils ont une grille où du coup c'est très. Bah, t'es dans la case ou t'es pas dans la case, et puis voilà, hein, au final. Oui, là pour le coup, c'est vraiment trop objectif pour le coup. Sachant que le documentaire ne montre pas tout parce qu'il se concentre essentiellement sur les films qui sont NC-17, donc c'est-à-dire qui sont interdits aux mineurs aux États-Unis. Voilà. Donc du coup on ne voit pas tout. Voilà. Donc nous on se concentre plus sur tout ce qui est donc PG-13, PG-13 ou rated. Mais justement, donc parlons de tout ça. Bon, je pense que nos éditeurs sont familiarisés avec ça, mais donc aux États-Unis, si vous voulez détailler, c'est quoi donc G, PG, PG-13. Donc à chaque fois G c'est pour tout le monde, PG c'est attention les parents, il peut y avoir des choses un peu choquantes. PG-13 interdit moins de 13 ans non accompagné. Voilà. Et R interdit moins de 17 ans non accompagné, et NC-17 carrément interdit au moins de 17 ans. Mais il y a quand même une grande différence avec la France. C'est qu'en fait aux États-Unis ce sont bon, alors déjà le fait qu'on puisse être accompagné, ça change quand même beaucoup de choses. Ça change la donne. Il donne la responsabilité directement aux parents en fait. Voilà, parce qu'un film, il y a des cas de films qui sont R aux États-Unis qui sont interdits au moins de 16 ans en France. Donc quelque part aux États-Unis, bon, tu peux finalement très bien voir un film à 12 ans que tu ne pourras absolument pas voir en France au cinéma en fait. Donc c'est nous on est à la fois, ils sont à la fois très stricts les Américains, mais en même temps très laxistes. Enfin, ils donnent la responsabilité à quelqu'un d'autre. Après en France, je trouve que à partir du moment où on prend la responsabilité de dire on va vous dire quel film vous pouvez aller voir et quel film vous ne pouvez pas aller voir, et ben on doit s'y tenir et faire le truc correctement. Oui. Tu vois, comme tu disais pour l'exemple de Black Swan, où du coup, une mère, ça pourrait lui paraître légitime, ou a priori le film est tout public avec avertissement, de se dire, bah tiens, je vais emmener ma gamine. Oui, non mais tout à fait. D'ailleurs, précisons, donc en France, donc c'est interdit au moins de 12, interdit au moins de 16, ou interdit au moins de 18, et chacune de ces interdictions peut être assortie d'un avertissement. Voilà. Ou alors il peut y avoir un avertissement sans aucune interdiction. Donc l'avertissement en général explique en quoi le film peut être on peut heurter la sensibilité des jeunes spectateurs en précisant soit des scènes de sexe, soit des scènes de violence. Mais donc c'est une interdiction franche et qui doit être observée par les cinémas, par les exploitants de salles sous peine d'une amende. Alors que quand même une grosse différence aux États-Unis, c'est une recommandation, hein, ça ne fait pas force de loi. Hein. Ça c'est important de le préciser. D'accord. C'est important de le préciser parce que les salles aux États-Unis, donc il y avait une étude récente qui disait donc un peu plus de 80% des salles suite à des tests des clients mystères. Donc des jeunes s'étaient vus refuser l'accès de films interdits, donc les salles appliquent cette réglementation, mais elle n'a pas force de loi, donc ils sont pas obligés de le faire, contrairement à la France où il faut vraiment le faire, voilà. D'accord. Mais ce qu'on peut dire aussi, bon, par rapport aux États-Unis, c'est vrai que c'est un pays qui, on peut dire que les parents sont souvent très sensibles au regard de l'autre. Et c'est vrai que, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'adultes, de parents qui emmènent par exemple un enfant de 12 ans voir un film R, interdit au moins de 17, non accompagné, à votre avis? Non, je dirais que non, moi. Dans le documentaire, ils en parlent pas de ça parce que... Non, ils se focus vraiment sur l'organisme de notation. Ouais. Parce que c'est sur le comportement des gens. Parce que c'est vrai que aux États-Unis, on peut se dire qu'un père, une mère,
voilà, même quand bien même il aurait très bien expliqué les choses à son enfant, je vois pas forcément emmener, je sais pas, un enfant de 14 ans voir un film classé R sous peine d'être regardé un peu de travers par les gens autour de lui. Oui, non, mais de toute façon, les studios sont tellement peu enclins à faire des films R que on suppose que auprès du public, un film R ne marche pas, quoi. Enfin, se coupe d'un public, quoi, en tout cas. Mais alors parlons-en de ça justement, je vous laisse en parler. Est-ce que c'est pas aussi un argument promotionnel parfois le R? Parfois ça peut l'être, oui. Parce que par exemple pour le dernier Expendables, qui a eu toute une petite polémique autour de là, voilà. Que Chuck Norris l'aurait voulu en PG-13, il disait qu'il voulait pas jouer dans un truc R, machin, et puis que finalement Stallone a dit non mais j'ai gagné, Expendables 2 il sera R et tout, c'est bon, enfin voilà quoi, sous-entendu, vous inquiétez pas, il y aura du sang, il y aura des morts. Voilà, mais pour reprendre l'exemple de Dredd, vu l'échec et les critiques du Dredd de Stallone, ils ont bien insisté dans la promo pour dire que justement ce Dredd était R. Tu vois, par exemple, ça été un argument pour ce film. Ah on a la même chose avec Kick-Ass 2 d'ailleurs, qui sort bientôt. Le studio, comme la production du film a changé de main, les gens avaient peur que, comme ça passe chez un gros studio, le film devienne PG-13. Et non, le studio a bien assisté pour dire que vous inquiétez pas, le film serait R. Et d'ailleurs, le premier trailer qui est sorti du film, c'est le trailer rated. Il est sorti sur internet, mais il est rated. Mais effectivement, c'est très important ça, parce que on lit souvent que effectivement l'exploitation d'un film aux États-Unis peut être handicapée par son statut R, alors qu'en même temps, effectivement, ça peut être à double effet, puisque un PG-13 sur un film d'action où voilà qu'on suppose comporter des fusillades ou je ne sais quoi, si on le voit effectivement ne pas être R, on se dit oulala. En tout cas, une catégorie de gens va se dire oulala, c'est pas bon signe. Donc quelque part, ces classifications communiquent en amont sur le film, donc elles ont un rôle finalement important au cœur même du marketing éventuellement. Ah bah je peux prendre l'exemple de je crois que c'était Frontières, le film français d'horreur là. Pour moi, c'est un exemple de contre-effet de la censure. En même temps, le panel a été super choqué et ils ont dit ah oui, mais alors celui-là on le fait interdit au moins de 16 je crois, et sur l'affiche faut absolument qu'on écrive en énorme, et ça prenait toute l'affiche, c'était marqué attention, je me rappelle des affiches énormes avec attention, ce film contient des scènes de boucherie violentes ou un truc comme ça. Et ça, pour le gars ça c'est plus qu'un argument pour le gars, tu vois, qui veut ça, il sait tout de suite que ce film va être hardcore quoi. Ouais, c'est vendu un argument marketing. Moi je trouve, ouais. Bah c'était le cas aussi avec Baise-moi, qui avait eu une polémique, qui avait été reclassé, qui était passé de 16 ans à porno, enfin moins de 18 à 18, tout en créant, je crois qu'il avait fait jurisprudence dans la mesure où il avait créé la catégorie interdit moins de 18 ans, sans être pour autant un film porno. Sans être classé X. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, avant on avait le X directement, et maintenant il y a le moins 18 et le X. Voilà, ils auraient dû l'interdire au moins de 80, parce que ce film, quelle horreur. Quelle horreur. Mais ça c'était bien quand même. Ça, tu pouvais pas non plus parce que limite, il est porno ce truc, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on voit des coïts de façon réelle, quoi. Oui, des coïts, j'aurais d'autres. Je suis distingué. Je crois qu'on voit des coïts plutôt de façon naturelle, non? Je sais plus, je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Dis donc, Quentin, ça te plairait, ça. Ça, je te conseille. Serjan m'a prêté le DVD la dernière fois. Il est venu boire un bière. Il est hardcore, c'est vraiment bon. Mais ça, oui, ça c'était évident que ce soit. De toute façon, oui, je crois que ça contient des scènes vraiment de pornographie. D'ailleurs, ce truc là de Lars von Trier qui s'ouvre avec une grosse tub là, la grosse tub de William Dafoe là, ça a été interdit. Il a été interdit ce film parce qu'il y a quand même un plan explicitement pornographique dedans. Ouais, je crois que c'est un moins de 16. C'est quel celui-là, Antichrist? Ouais, je crois qu'il est moins de 16, Antéchrist. Alors ça, c'est pas moins de 18. Oui, moins de 16, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, parce que là, il y a vraiment un réel coït, quoi. Ouais, c'est vrai, en slow motion. Filmé en gros plan, parce qu'il y a le coït réel à la Ken Park, où on voit pas fort, ils sont là, ils se touchent, tu vois, mais tu vois pas trop le... Et puis t'as vraiment là, c'est un gros plan, quoi. Oui, en slow-mo, exact, avec les petites gouttes qui perlent des boules de William, là. Moi, j'aime beaucoup ces petits flocons. Ah oui, dans cette scène, très bien. Bref. Et bon, revenons à notre sujet. Bon,
on peut quand même dire que justement ce système dont vous parliez aux États-Unis, où ils vont éventuellement cocher des cases, peut amener à des excès radicaux. Par exemple, que dire quand on voit que les choristes aux États-Unis étaient interdits moins de 13 ans quand même. Waouh. Ah oui, il est PG-13, c'est Ouais. ça? Ouais. Pourquoi? Ouais. Et ben, oui, je sais plus pour quelle raison, mais. C'est quand Pour même. Pour les oreilles. C'est quand même pas mal. Et que dire, bon, parce que parlons également de l'étranger, enfin de l'étranger d'autres pays, par exemple en Angleterre où Amélie Poulain était interdite moins de 15 ans. Ah oui, Donc- parce qu'il y avait les scènes d'orgasme. Voilà. Je me rappelle de l'affaire. Voilà. Oh. Donc ça c'est quand même, enfin on a vraiment des excès. Ça, c'est un peu abusé, ouais, c'est abusé, ça. C'est absolument délirant. Et parlons de l'Allemagne avec un film tout récent, par exemple le Dernier Rempart, donc le Schwarzenegger, où il y a quand même 20 secondes qui ont été amputées. La scène donc au début là où Harry Dean Stanton se fait buter d'une balle dans la tête, ces 20 secondes ont été enlevées dans l'exploitation allemande. Donc l'Allemagne est pas très assez coulante, mais on peut avoir des bouts de film enlevés comme ça. C'est ouf, Paul. Donc on lui enlève rien, lui. Hein. Donc on voit des différences en fonction des pays, mais c'est vrai que on peut dire que c'est un peu... la censure devient limite de l'ethnologie au bout d'un moment. Tu peux te servir de... Je pense que c'est un bon outil pour pouvoir envisager, étudier depuis l'extérieur les mœurs de certaines cultures. Hein. Ça montre tout de suite les limites, quoi. Et des fois, genre quand on voit les interdictions sur IMDb, je crois que c'est en Corée, où il y a certains pays, en Birmanie, je crois que c'est hallucinant, quoi. On peut rien montrer. Hein. On peut rien montrer. Oui, après il y a des trucs qui sont proches de la véritable censure, où ça va être carrément des trucs... oui, carrément. Des prétextes de violence ou machin qui vont enlever des propos politiques. Mais, oui, c'est ça. Ouais. Mais ça montre du coup qu'il n'y a pas de système parfait en fait. Hein, parce sexe aussi. Non, oui. Le sexe est encore plus sujet à la censure et compagnie qu'à la violence. Hein. On a vu dans le documentaire This Is Not, Film Is Not Yet Rated, c'est assez hallucinant. Il y a des trucs d'une extrême violence qui peuvent passer et d'autres non. Il faut aussi noter que le problème aux États-Unis, visiblement, c'est que le boss qui serait au-dessus de cet organisme-là serait quand même un putain de mec bien puritain. Oui, en gros, lui, il va te laisser passer des scènes graveleuses de American Pie, mais dans un film qui prône l'amour lesbien entre deux pom-pom girls réalisé par une hipster new-yorkaise, là, le mec va dire non, là, ça, on peut pas mettre, tu vois. Et là, c'est plus limite politique à ce moment-là. Là, c'est presque vraiment, de la censure, oui, voilà, parce que il va ça. pas y avoir le même poids de mesure, un rapport hétérosexuel et un rapport homosexuel sera pas traité de la même manière. Oui, c'est très intéressant ça comme sujet, effectivement. Oui, le docu se concentre surtout sur ces cas-là, en fait. Alors c'est drôle parce que donc on avait projeté de faire ce débat, ce sujet-là il y a quelques semaines et il se trouve qu'il y a quelques jours donc la MPAA a annoncé changer quelque peu, modifier son système de classification. Alors non pas donc ce qu'on disait la PG-13 etc. Mais quant la petite note qui est marquée en bas, parce qu'en fait aux États-Unis, un petit peu comme en France, mais peut-être de manière plus visible, il y a le logo qui dit voilà c'est interdit PG-13 par exemple, et en dessous il y a une phrase qui explique pourquoi. Oui. Et alors en fait ils vont changer ça, c'est-à-dire qu'ils vont mettre l'explication aussi grosse que le PG-13 par exemple, ça sera plus une petite ligne en dessous, ça va vraiment être très précis et ça va être écrit aussi gros. Donc finalement, ce qui va être plus important, ça va être plus le contenu. Parce qu'il y a du sexe. Voilà, c'est exactement ça. Au risque de spoiler un film, quand tu vois PG machin avec inceste au début de Oldboy, le film il est foutu. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Là, tu viens de niquer Oldboy à toutes les personnes qui ne l'avaient pas vu. Oh, tout le monde a vu Oldboy. J'espère bien. Il va bientôt avoir un remake avec Josh Brolin. Alors. Voilà, dis donc. Mais pour moi ça peut être je sais plus où, dans quel film je tombais sur une classification, alors c'était pas un truc officiel d'un MPAA mais ça devait être une brochure ou je sais pas quoi, et le film il te disait attention des scènes de démembrement, tu vois, alors que c'était un des climax du film, et t'es là et tu fais ouais je l'attends depuis le début vu qu'ils me l'ont dit. Oui d'accord. Ouais d'accord. Ok.
Ok, ok. Mais oui, après, ce serait comme disait David, hein, c'est dur d'avoir un système parfait, quoi. Après, c'est vrai que pour revenir sur la France, je sais pas, peut-être y avoir un juste milieu, je sais pas. C'est vrai que des fois, on se demande quand on voit les salles de ciné blindées de jeunes, de petites gamines, de je sais pas moi, 12-13 ans, aller regarder Spring Breakers parce qu'il y a leurs idoles de Disney, c'est quand même pas terrible. Ouais, quoi. c'est pas génial, quoi. Ouais. Mais alors sinon, donc autre question qui me semble importante, est-ce que finalement tout ça, ça a encore un sens à l'heure d'Internet où les jeunes peuvent télécharger tout ce qu'ils veulent sans que leurs parents le sachent? Ouais, là après, ça, le débat s'élargit grave, mais oui, effectivement. Ouais, mais en même temps, si on part de ça, après, on contrôle plus rien, et puis c'est la oui, c'est ça, après, c'est l'anarchie, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas, justement, qu'on contrôle plus rien et qu'on va encore mettre des règles c'est fort probable. Dans ce cas-là, ne payez pas des gens pour rien faire. Limite, non, mais David, je crois que David a totalement raison. Je parlais de Serbian Film l'autre jour à quelqu'un. Je vais lui dire, attends, je vais te trouver la bande-annonce sur YouTube. Je tape Serbian Film dans YouTube, je lui fais, tu veux le film en entier? Il est sur YouTube en entier. Oui, alors qu'il est donc alors que c'est le film le plus hardcore que j'ai jamais vu. Le truc c'est hardcore, c'est pas possible quoi. Il est interdit au c'est Serbian. Il est interdit aux moins de 18 ans, il le mérite largement. Je rajouterais même interdit aux moins de 23 ans si vraiment t'as pas connu une mort dans ta vie ou le truc est super extrême quoi. Et le truc il est comme ça sur YouTube quoi. Donc oui, je te rejoins David quoi. Je pense qu'on contrôle plus ça, oui effectivement. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ce serait pas plutôt à Internet de trouver un moyen de bloquer certains contenus? Après, ça va en faire grincer plus d'un quant à la neutralité du net, mais... il y a des moments, faut savoir quand même où y bloquer. De toute façon, c'est bien de film. Les films en entier sur YouTube, bon... Je crois qu'il y a déjà certaines vidéos qui ne sont pas accessibles sur YouTube si tu n'es pas logué avec un compte avec ton âge, machin. Faut arrêter avec ça. Le jour où on aura des ordinateurs où le gamin mettra son doigt pour avoir une empreinte digitale pour dire t'as pas le droit, parce que là le gamin c'est bon, les gamins ils savent très bien, comme ils écrivent 18 ans et puis c'est bon quoi. Enfin, oui, non. Mais ce qu'il faudrait c'est en fait rentrer son code de carte bancaire. Oui, parce que là, c'est Big Brother un peu, mais oui, effectivement. Non, mais sans rigoler, c'est vrai que c'était un moyen. Donc, bien sûr, on n'est pas sans être débité, mais c'est un moyen pour prouver, en tout cas, que tu es pas mineur, quoi. Qu'on a 18 ans. Après, balancer ses codes de carte bancaire sur le net. Non, mais bien sûr. Un peu partout. Bref. Vrai, non, ce serait compliqué. Mais c'est vrai qu'on peut dire que je pense que ce qui est plus intéressant, effectivement, que ces interdictions ou ces PG-13, etc., c'est vraiment de préciser pourquoi le film peut éventuellement choquer un gamin, parce que, comme on le disait tout à l'heure, chaque enfant, les parents sont censés connaître leurs enfants, chaque enfant va être plus ou moins choqué peut réagir différemment à une chose, et peut-être qu'une scène de fusillade à 14 ans, un ado américain, il peut voir ça, ou peut-être pas, parce que c'est vrai que... Donc justement là récemment ils ont dit qu'ils changeaient leur système après toutes les massacres qu'il y a eu, les fusillades, etc. aux États-Unis. Donc mais bon, toujours est-il que moi je sais que quand j'étais gamin, personnellement, c'était l'épouvante que je craignais vraiment, les trucs de peur, parce que ça me terrifiait la nuit, j'y pensais encore. Alors que effectivement les têtes arrachées, les trucs les brain dead, j'ai dû voir ça à 11 ans, ça me posait aucun problème. Oui, parce qu'on est dans le fun, moi je te rejoins aussi, mais de toute façon, l'épouvante stimule plus l'imaginaire, et on se crée notre propre peur. Donc un truc, la nuit des masques, ou je sais pas quoi, un truc où il y a un tueur dans la maison qui rôde et tout, ça fait bien plus flipper que... Ou alors qu'un machin très très violent, la Robocop, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est très subjectif, et finalement ça se résume plus dans le contenu, donc à la rigueur, faire une grille de contenu détaillé que les parents peuvent consulter sur demande à l'entrée de chaque cinéma. Ça c'est effectivement. Alors ça serait bien. Mais après, au risque de se spoiler le film, parce que là tu te pour le parent, mais bon après tout, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est clair. Après, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en France, on s'en remet beaucoup plus. On n'aime pas trop réfléchir, quoi. Donc, on est très assisté, hein. Voilà, on est très assisté. Donc, tu l'as dit toi-même, tu vois, là, aux États-Unis, où ils vont confier la responsabilité directement aux parents en disant
voilà, nous, c'est comme ça. S'il n'est pas accompagné maintenant, bon, bah, si vous venez avec lui, vous faites ce que vous voulez. En France, non, tu vois. Et même certaines personnes, quand tu leur expliques que le film n'est pas pour leur gamin, ils disent non, mais c'est bon, si je peux y aller, j'y vais. Voilà. Ouais. J'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà. Ouais. Bien, vous voulez ajouter quelque chose Non, je sais pas. Non, après, oui, classifier et aider les gens, c'est bien. Censurer, c'est pas bien. Voilà. Par contre, ça... le mot de la fin, merci. non, mais c'est vrai. La censure, c'est. Non, mais oui, c'est clair. Vous êtes d'accord pour dire qu'on peut pas vraiment parler de censure en France? Ah bah non, en France, non. Voilà. Parce que donc je disais, je sais pas lequel. Je pense qu'il y en a probablement de la censure au cinéma. Au cinéma, je sais pas vraiment. Oui, non, mais on va rester dans le cinéma, c'est plus simple. Dans les jeux vidéo, tu vois, sont pas mal censurés par des organismes comme Famille de France. On va rester au cinéma, effectivement. Oui, mais Famille de France peut également agir sur les films qui sortent. Après, je sais pas. Je sais que pour le jeu vidéo, ils hésitent pas. Donc, je sais pas si pour le ciné. Mais simplement pour dire donc, alors je sais pas quel film c'est, mais effectivement donc le CNC, j'en ai pas parlé. Donc au-delà de 18 ans, par décret, donc ils peuvent carrément préconiser l'interdiction totale d'une œuvre. Ce qui est arrivé à Serbian Film. Oui. Serbian Film. Ouais. C'est ça. Serbian Film a été interdit de projection en France. Qui est passé par le CNC, d'accord. Donc il est là maintenant, il vient de sortir en DVD, donc en 2 versions. Une version qui est trouvable dans les Fnac et tout le bazar, qui est une version interdite aux moins de 18 ans mais censurée. Et une version interdite aux moins de 18 ans non censurée qui est exclusivement trouvable sur le site du distributeur Elephant Film. Oui, alors on va peut-être pas faire trop de pub là quand même. Voilà. Ah si, Serbian Film. C'est pour le Serbian Film. Sinon, je peux peut-être vous proposer juste avant qu'on se quitte une petite, des petits films qui ont été justement carrément censurés en France. Donc il y a eu le premier Mad Max, parce qu'il était trop violent. Orange Mécanique a été censuré en France également. Massacre à la tronçonneuse. C'est ça. Lolita. Pendant 5 ans. Lolita pour le contenu sexuel. Il y a eu RAS, un film sur la guerre d'Algérie. Donc le massacre à la tronçonneuse, trop gore. Pendant 8 ans, il y a été visiblement. Ah, 8 ans. Le fameux Cannibal Holocaust qui a été censuré partout. Ils ont censuré Salo aussi, visiblement. Ah oui, Et ainsi que l'Empire d'Essence à l'époque, alors qu'ils sont totalement... Ils passent même à la télé maintenant, l'Empire d'Essence. Oui, c'est ça. Les Sentiers de la Gloire. Ça, c'était parce que l'armée française l'avait mal pris. Ah oui, voilà, exact. C'est arrivé près de chez vous, a été censuré ici. Bon, on comprend peut-être un peu pourquoi. La Grande Illusion, visiblement, ils l'ont censuré à l'époque pour quelques dialogues. Ils ont censuré le cuirassé Potemkin. Alors peut-être pour des peurs de grève. Propagande. Ouais, je pense. Ouais. La Grande Bouffe pour son immoralité. Tueur né également, donc la violence. La Dernière Tentation du Christ. Tueur né, il a été censuré comment? C'est pas précisé. Parce que je me rappelle, il était interdit moins de 16 ans en France, hein, donc. Ils ont peut-être que des scènes. Faudra aller voir sur. Il y a un fantasy site qui s'appelle Movie Censorship, qui est très bon, où on peut voir vraiment les amputations de tous les films dans plein de pays. La Dernière Tentation du Christ. Ça a été parce que les catholiques ils ont manifesté pour qu'ils viennent pas, parce que voilà, tu as Harvey Keitel en Judas avec l'accent new-yorkais et les cheveux bleus, ils ont pas aimé. Le Dernier Tango à Paris, hein, pour Quentin va nous expliquer la censure pour la mode de beurre. Voilà. Du Louis Buñuel qui a été censuré forcément. La Liste de Schindler, pas de censure en France mais censuré dans d'autres pays, bon alors on s'en branle. La bataille d'Algérie pour le contexte, Nuit et brouillard. Et un film qui s'appelle La Religieuse, voilà, de Jacques Rivette. Jacques Rivette. Oui, c'est de... Il devait y avoir du remake. Il devait y avoir du boule dans le film avec Jacques Rivette. Donc ils ont dit non, trop de boules. Et donc, surtout le contexte Cato aussi, trop de boules dans... Oui, trop de boules plus dans l'univers Cato, là ça le faisait vraiment. Mais justement, il y a les amitiés particulières de Jean Delannoy d'après Perfit. Lui, il avait un nom très je crois interdit au moins de 18 ans, alors que ça raconte simplement l'amitié entre 2 adolescents dans un internat. Et bon, on voit vraiment rien du tout, mais bon voilà, comme c'est un milieu catholique, donc le film date, je me rappelle plus exactement, des années 50, je crois, ou 40. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est vrai que c'est absolument délirant de voir ça aujourd'hui, un film de moins de 18 ans. Enfin, c'est voilà. Ce qui est quand même marrant, c'est de voir que quand même en 79 en France, on censurait Mad Max.
Et ouais. Trop violent, enfin, faut arrêter quoi. C'est fou quoi ce qu'on a vu depuis. Ouais. Voilà, Enfin, écoutez, bon. c'est très bien. Donc Christophe, on va pas du tout se laisser. Tu disais donc avant de se quitter, non, puisque nous allons passer tout de suite à la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire le jeu. Oh, the game. Damn, t'as ta revanche à prendre, Chris. Feel the game. The game. Et donc The Game, le jeu. Ouais, allez, bon bah comme c'est David qui a inventé ce petit jeu, je lui laisse nous raconter les règles. Un petit jeu bien sympa qui fait l'unanimité. Un petit jeu bien sympathique. Voilà, un jeu bien sympathique. Alors tout simplement, c'est un jeu qui se joue à deux, avec une troisième personne donc qui est là pour faire jouer les deux autres participants. Alors c'est très simple, je vais vous donner à tous les deux un mot. Et vous allez devoir citer des titres de films qui contiennent ce mot. Donc chacun à votre tour, vous allez citer un titre de film qui contient le mot que je vais vous donner. Donc comme un ping-pong. Et le premier qui sèche, eh bien, fait marquer un point à l'autre. Voilà. Alors je vous donne... Comment ? Non pardon, c'est bon, c'est bon. Alors je vous donne à tous les deux, écoutez bien, le mot monde. Et c'est toi qui commences, Quentin. Un titre qui contient le mot monde. D'accord, le monde perdu. La guerre des mondes. Donc on n'a pas le droit aux anglicismes. Non, pas droit aux anglicismes. Non mais c'est trop dur hein. Mais non. Je le sèche déjà. Parce que moi je voulais dire White Sword. Non mais vas-y réfléchis, tu vas trouver. Le monde de Wayne. Il invente des titres. Bah non, c'est White Sword. Oui, non mais d'accord. Bref. Je sais pas moi, monde. Ah ah. Bon. Encore 5 secondes. Oh le mauvais, j'en ai un. Ouais, bah il y en a plein. Bon bah ça fait le point à Christophe. Voilà. Mais il y en a des flopés. Avec le monde ne meurt jamais. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le monde ne suffit pas, le monde ne suffit pas. Il invente des trucs. Ah, je me serais trompé. Quelle grosse merde. Le monde ne meurt jamais. Mais il y en a plein, il y a le monde selon Charlie, le monde selon Garp. Mais toi t'es trop fort à ça. Bon alors après. Le fabuleux monde d'Amélie Poulain aussi. Ben voilà. Donc, du coup c'est quoi? Mais non, c'est destin, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais c'est de la merde. Je t'ai dit, on n'arrivera pas à jouer à ce jeu. Ouais, bon, alors voilà, bon maintenant, soit Quentin, soit Christophe, vas-y Quentin, propose un mot. Comme je suis éliminé, c'est moi qui propose. Voilà. Donc ça fait le point à Christophe. Et alors si je peux vous proposer un mot en anglais si j'ai envie. Ah oui. Ouais, si tu veux. Ah bah oui. Bah par contre, tu ne sors pas un mot en français, hein, David, parce que tu m'as assez fait chier avec mon backdraft. Ouais. Non, alors, mais nos auditeurs comprennent pas, backdraft. Ouais. Allez, je propose Red. Red. R-E-D. Et bah Red. Oh le bâtard, j'allais dire Red Dead Redemption, mais c'est pas bon. Mais non, mais lui il a rien compris. Si, attends, Red. Mais c'est pas très bon en anglais parce que du coup, ça veut dire que j'ai le Il droit. a raison, il a raison. Il est jamais content. Ça veut dire que j'ai le droit de citer le titre original quand bien même il a été traduit. Bah bien alors. sûr. Bah bien sûr. Bon, d'accord. Toi Christophe. aussi Christophe. Non, Christophe est mort là. The Red Flag, The Red Ribbon là. Mais il a inventé des trucs. C'est injouable. Parce que vous êtes trop mauvais, vous êtes mauvais. Attendez, je vais Mais on trouver. t'a dit qu'on serait mauvais. Attendez, Red en même temps. Red. Ça y est un peu. Red. Ah non, c'est pas vrai. Oh là là. Bah c'est pas facile. Hein. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Attendez. Red is dead. Attendez. Je vois pas pourquoi. Quentin, excuse-moi. On prend avec rouge. Vas-y Christophe, avec rouge. Rouge, 3 couleurs, rouge. Celui-là il est bon. Très bien. À la poursuite d'Octobre Rouge. Ah le bâtard. L'aube écarlate, c'est un peu rouge. Oh putain. Non, attendez. Rouge. Non mais moi je savais que ça allait finir comme ça. Rouge. C'est dur, rouge. Oui, c'est dur. Le corbeau rouge, ça existe, non? C'est le corbeau noir. Il invente. Non. Bah, je crois que je vais pas savoir. Attendez, laisse-moi un peu de temps. Rouge. L'armée du ruban rouge, c'est dans Dragon Ball. Ah putain. Non mais c'est pas jouable. J'ai tout qui. Non mais si, c'est parce que je suis mauvais. On est mauvais. Moi, bah écoutez. Oui, rouge. ah oui, c'est sans doute parce qu'on est trop mauvais. Rouge, je l'ai pas.
Bon bah ça fait le point pour moi, donc il y avait aussi, je sais pas, la rivière rouge, il y a le rouge émis, voilà. Ok. Il y en a plein d'autres. Ah, il y avait l'Aube Rouge, le faux film, la communiste. Et l'auberge rouge aussi. Oh là là, non, bah c'est bon, ça va. Non, je ne dis pas des films comme ça. C'est pas un film, ça. C'est pas un film, l'auberge rouge de Autant-Lara, mais dis donc. Ah, pardon, je pensais celui de Junior. Moi. Ah, mais non, mais non. Non. Il est con. Donc ça fait du mal, hein, les remakes pourris comme ça. Donc, ça fait du mal à la culture. Donc ça fait donc un point pour Christophe, un point pour moi. Et donc à Christophe, vous proposez un mot. Voilà, et on se joue tous les deux. Okay, Retour de flamme. Non mais ta gueule. Backdraft. Attendez, j'ai même pas de mots, vous allez galérer, sinon allez, ciel. Ciel. Qui c'est qui doit parler en premier? Oh bah vous démerdez, bah celui que je Quentin. Ah moi j'ai le ciel, les oiseaux et ta mère moi. Ah ouais. Le ciel est à nous. C'est qui? Les moissons du non, ciel. Non, attendez, oh le bâtard. J'en ai un d'avance. Le chien. C'est quel réalisateur ce film là? Jean Grémillon. Je te fais confiance. Un réalisateur qui n'existe pas. Bah, Quentin. bien sûr. Quentin, bon. Je vous ai dit les moissons du ciel. Voilà, les moissons du Ah, ciel, c'est bien. Je sais pas c'est qui là ça. Ah, c'est bien, attends. Ciel. Il est facile hein ce jeu. Hein. Entre ciel et terre. Non mais... Oh là, Christophe, mais Christophe, il fallait pas jouer là. Le mec qui se fait... Mais je dis le de mec la qui se merde, fait... c'est pas un film, je dis des petites bidons. Le mec il est intenable. Mais si c'est un film entre ciel et terre. Non, c'est pas vrai. Bah si, Oliver Stone. Ah, je suis désolé. C'est fou ça. Quel crétin. Non, bah j'ai perdu hein. Ouah, et maintenant on fait comment vu qu'on a tous les trois? Et ben on enchaîne avec les filmographies d'acteurs. Donc chacun d'entre nous propose un acteur. Donc on a un point chacun effectivement. Bravo. Chacun propose à tour de rôle donc un acteur et on se petit combat en proposant un film dans lequel joue cet acteur. Voilà. Alors je commence, je vous propose, attention, Leonardo DiCaprio, c'est parti. Et tu dois dire quelqu'un ou bien? Et bah tu dois dire un titre de film dans lequel il a joué. Donc... Non mais à toi Quentin, Quentin tu commences. C'est toujours moi. Bon bah Blood Diamond. Christophe. Titanic. Shutter Island. Là c'est bien, ça va plus vite. Inception. Basketball Diary. Ah, je me suis dit je vais sortir celui-là, il va le baiser. T'es ouf. DiCaprio, tu sais que c'est mon idole. Oh là là, moi j'ai du mal. The Departed. Roméo plus Juliette. Oh là là, bah je vais te baiser moi. DiCaprio, il est fin. The Great Gatsby. Ah putain, je l'avais prévu. Attends, je peux trouver. Bon, je précise à nos auditeurs qu'on ne triche pas, hein, c'est garanti. Non, mais d'ailleurs, fais le décompte là, parce qu'il lui reste que 10 secondes. Non, et ouais, laisse-moi tranquille. Tu vas stresser maintenant. 15 secondes, allez. Ah, yeah. Qu'est-ce qu'on a pas dit encore? Mais un paquet, hein. Bah oui, il y en a plein. Chut, laissez-le, il reste plus que 6 secondes là. 5 secondes. Vous m'avez stressé. Perdu le je point. sais pas, tant et pis. t'as Christophe. Et bah, y Ah avait... putain, ça y est, j'en ai un. Il y avait la plage, arrête-moi si tu Ouais, peux. Gang of New York. Voilà, tout ça. Il y avait Simple ou Secret. C'est vous m'avez stressé. Critters 3. Ah oui, Critters 3. Critters 3, ça je l'aurais pas trouvé. Il y avait... Non, il y en a un paquet, hein. Il en a fait plein. Il y a L'homme au masque de fer, chef-d'œuvre. Bon, allez, à moi. À toi. À moi de vous donner un mot. Donc, c'est Christophe qui commence et je lui donne Nicolas Cage. Wouah, de la balle. Con Air. Living Las Vegas. Qui casse. Next. Next. Birdie. Ghost Rider. 60 secondes chrono. Rock. C'est son meilleur. Merde, il a dit Rock. Arizona Junior. Snake Eyes. Oh là là.
On n'a pas dit ça, ce faux truc là. Benjamin Gates. Volte-face. Oh non. Ils sont les. Ça c'est tendu là. Il va y en avoir de moins là. Laissez-moi. Putain. Comment il s'appelle celui-là? Alors 15, 14. Non, mais arrête. C'est chiant, hein. The Vampire Kiss. Ah oui. Et Miss Daisy et son chauffeur. Il est dedans. Oh putain. Nicolas Cage là. Faut que je pense aux coupes de cheveux. The Weatherman. Yeah. Ghost Rider 2. Oh. Ouais. Ah bah si, fallait y penser. Ouais bah c'est bien, très bien. Adaptation. Ouais, très bien. Ouais, très bien. De Kaufman, ouais. Ouais, je panne. Yeah. Ah. Ouais, je panne. Allez, on te laisse. Il doit en rester sûrement, je panne, ouais. Eh ben non, tu as perdu David. Eh oui. Ouais, il te restait Helldriver. Ah ouais, mais j'ai pas vu ça. Non, bah moi non plus, mais bon. Bref. Et du coup, c'est moi contre David, c'est ça? Alors par contre, je sais plus où on en est au niveau des comptes. Ah bah moi je suis à 3 points, vous avez 1 point chacun, donc moi je domine là, peu importe ce qui se passe, je gagne. Bah pourquoi t'as 3 points toi? D'où tu les sors tes 3 points? Ah oui, il a gagné une fois contre David, une fois contre moi, une fois dans le jeu d'avant, là, le titre. Ah ouais. Ah bah bon ouais, si. Bah si, c'est ça. Bah pour le ciel, ça t'a donné le point à toi Quentin là. Oui mais il a gagné contre toi. Bon, nos auditeurs nous enverront par mail ça, qui a gagné. Ah non, mais le gars il est d'une mauvaise foi incroyable ce gars. David, on avait 1 point chacun toute la. Bah oui, mais moi justement j'ai 2 pour Christophe, 2 pour 1 pour Quentin. Mais non, parce qu'il en a marqué 1 contre moi quand j'ai perdu avec DiCaprio et il a voilà, c'est DiCaprio que j'ai oublié, c'est ça. Voilà. Okay, ça marche. C'est bon. Moi je triche pas, moi je suis regular player, moi je suis. Alors attends, Christophe, je suis bon, c'est tout, je suis bon. Bon allez, c'est à Chris de nous donner un acteur. Et tu dis qui commence, tu le dis avant de donner l'acteur. Oui, bah ça va être. C'est tout le temps toi qui commence quand ça va être David là, tu vois. Vu que je viens de gagner, donc le pauvre. Je vais m'amuser en vous écoutant Willem Dafoe. Oh là là. Body. J'aime beaucoup, c'est facile. De quoi, t'as dit quoi? Body. Ok. Platoon. Spider-Man. Antéchrist. Ouais. Oh là là, Willem Dafoe, j'en sais rien, j'aime pas cet acteur. Oh là là, il y en a plein. Je me suis dit ça va être facile. Je vais vite sécher moi sur William. Bah moi non, attends, la folie. Oh vous êtes mauvais. La tête qu'il a. Quel silence de... Oh là là. Ah non, j'en sais rien, Willem Dafoe, j'en sais rien du tout, ouais. Non, je sais pas. Oh, il y avait genre... Yeah. Il y avait Burning Mississippi, moi j'avais. Mais oui, c'est Mississippi Burning, mais... Ouais, c'est pareil, hein, la comparaison. Il y avait aussi La Vie Aquatique, L'Ombre du Vampire, Des Breakers, il y en a plein. Mais c'est que des films de merde. La Vie Aquatique. Bah ouais, oui. bon bref. Mais non, c'est très bien La Vie Aquatique, qu'est-ce que tu racontes? L'Ombre du Vampire, un film de merde, tu repasses là. Ça j'ai pas vu. Bah... Bon bah du coup, ouf, donc j'ai pas de gage. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah non, c'est David qui a gage. C'est David qui a perdu. Alors? Ouais. Et c'est Christophe qui doit le donner, c'est lui qui a gagné. Merde, j'en ai pas moi. Tu vas ah nous bah faire... tu te débrouilles. Tu vas nous faire, je sais pas, tu vas nous faire un petit coup, tu vas nous faire 30 secondes de Arnold Schwarzenegger chez Marie-Antoinette de Coppola. Chez Marie-Antoinette? Ça va être très bon. Alors... On mettrait du Queen en fond là. J'appuie sur le bouton. Viens ici. Je voudrais bien manger de ce gâteau. Dépêche-toi.
Je t'ai dit de battre beaucoup plus d'ail. Bah non, c'est pas bon comme ça. Je te l'ai dit. Do it now. Put the cookie down. Do it right now. Il enchaîne tout. I told you, Marie-Antoinette. You do it now. You hear me? You hear me? Otherwise, I'm gonna kick your ass. Il enchaîne toutes les répliques. Oh, continue. I'm through with it. I'm going out. I don't want to be here anymore. Ça veut rien dire. Ah, c'est bon, Ça veut rien dire, bah tu réécouteras. Putain, je vais crever. Bon, et bah c'est très bien, quelle belle émission nous avons faite. Voilà, Bon, merci à ceux ça- qui sont restés jusqu'au bout. Ils sentait bon l'Autriche à la fin. Un beau pays. Bon, allez, et bah sur ce, on vous dit bonne soirée, enfin bonne soirée ou bonne journée si vous nous écoutez le matin. Exactement. Une Allez, good life. et... au revoir tout le monde, à une prochaine émission. Allez, au revoir. Bye. Viens ici. Je voudrais bien manger de ce gâteau. Dépêche-toi. Je t'ai dit de battre beaucoup plus d'ail. Bah non, c'est pas bon comme ça. Je te l'ai dit. Do it now. Put the cookie down. Do it right now. I told you, Marie-Antoinette. You do it now. You hear me? You hear me? Otherwise, I'm gonna kick your ass.